d'abord, le grand problème d'une institution, d'un département, parce qu'en fait, parler d'université, ça serait très prétentieux puis ça serait dangereux. Mais disons que à l'échelle de ce qu'on peut voir dans un département de sociaux, ou de philo, ou d'anthropologie, c'est parce que le problème, c'est d'une certaine manière l'autonomie des départements. C'est-à-dire qu'ils vont toujours se reproduire par, j'allais dire un grand mot, sisparité. C'est-à-dire qu'ils vont toujours se diviser. Ils vont toujours se diviser à partir de gens qui n'iront pas à... Il n'y a personne qui va engager quelqu'un qui ressemble pas un peu, là. Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici votre animateur, Jer Alain. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une magnifique semaine. Cette semaine, qui qu'on reçoit, c'est nul autre que le professeur de philosophie à l'UQAM, qui est maintenant à la retraite, et j'ai nommé le professeur Christian Saint-Germain. Fait qu'un énorme merci à Christian d'être venu au What's Up Podcast. Mais juste avant que je vous laisse écouter le 10 podcast, juste dire un gros merci à nos commanditaires. Encore une fois, cette semaine, encore une fois, on avait procafetière.ca et les cafetières Bellucci qui commanditent le podcast. Fait que c'est énormément important de le rappeler, de dire à quel point un gros merci, puis de les encourager de consommer leurs produits parce que c'est grâce à eux que je peux continuer mon podcast. Fait que un énorme merci. Si on veut qu'ils continuent à commanditer le WhatsApp, c'est bien important de les encourager. Fait que si vous cherchez une cafetière, vous êtes en processus de vous chercher une cafetière, puis vous en voulez une bonne, puis vous êtes tanné de vous acheter cafetière par cafetière qui pète tout le temps, ben procurez-vous une cafetière Bellucci parce que ce sont d'excellentes cafetières. Puis si vous le faites, ben faites affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts en café, man. Je vous encourage à aller les voir à Varennes. Ils sont sur la rive sud de Montréal, sont super sympathiques. Puis si vous ne pouvez pas vous déplacer, ben allez faire un tour au procafetière.ca. Il y a un super bon site. Puis vous allez avoir bien du fun là-dessus avec plein de produits. Fait qu'un gros merci encore une fois à mes commanditaires. Encore une fois, si vous voulez me commanditer plus sur une note personnelle, vous voulez m'encourager, ben abonnez-vous à mon Patreon au patreon.com/whatsuppodcast. C'est pas cher, c'est 3-4 pièces, ça vous coûte pas grand-chose pour vous autres. Puis pour moi, ça fait toute la différence. Et en plus, ça vous permet d'écouter tous les podcasts d'avance, pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Puis, si vous voulez toujours m'encourager, n'oubliez pas, c'est super important, abonnez-vous à la chaîne YouTube, laissez un petit thumbs up, écrivez un petit commentaire positif, c'est tout le temps super apprécié, puis ça m'aide avec les algorithmes. Fait que, sinon, sur ce, je vous souhaite un excellent podcast tout le monde, une belle semaine, on se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde! What's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Aujourd'hui, j'ai un invité que je suis super content de rencontrer, professeur Christian Saint-Germain, professeur de philosophie à l'UQAM et essayiste d'une douzaine de livres, dont L'avenir du bluff québécois. Fait qu'un énorme merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Puis en plus, là, c'est ça, je viens d'apprendre, t'es nouvellement à la retraite, là? Oui, ben, un prof, c'est toujours un peu à la retraite, d'une certaine manière. C'est la personne la mieux préparée pour la retraite qui soit, tu vois. Tu sais, 3 mois de vacances, c'est pas, je sais que c'est un cliché que tout le monde travaille en vacances, là, mais... Donc, ça prépare bien. C'est pas un saut si brutal, disons. Bon, OK, fait que je te fais pas sortir de ta retraite, là. Non. C'est bien cool. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Sujet aujourd'hui, j'aimerais ça que, peut-être pour se familiariser un petit peu avec les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui, c'est quoi que tu enseignais? Tu sais, la philosophie, c'est quoi? Puis, ouais, c'est ça. Ben, moi, je travaillais dans 2 domaines, en fait. À l'origine, j'ai un doctorat en théologie. Puis ensuite, plus tard, j'ai fait un doctorat en droit. À 25 ans d'écart entre les deux. Puis, j'enseignais les sciences de la religion à l'UQAM à un moment donné. Puis ensuite, j'ai enseigné la philo à l'UQAM. J'ai enseigné en droit aussi à l'Université de Montréal comme prof invité. C'est ça qui m'intéressait. À la fois l'éthique appliquée au sens de répondre à des questions très précises comme l'euthanasie ou répondre à des cas de figure, là, la fraude, l'ensemble des processus là, qui font que
la vie québécoise est si particulière et si pittoresque d'une certaine manière. Là. C'est-à-dire qu'il manque pas de cas. Là. J'ai toujours travaillé aussi avec l'actualité. OK, oui. Tu le traitais quand même dans tes... Oui, j'ai jamais laissé mes études. On n'est jamais parti sur des auteurs purs comme Kelsen en droit ou Dworkin ou des auteurs ultra sérieux. Moi, ce qui m'intéressait, c'est comment on pouvait raccrocher ça à la société québécoise. Parce que pour moi... Le côté éthique un peu? Oui, c'est juste ça. Là. Ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec la commission sur Saclic? Des choses comme ça. Là. Comment on se branche sur le réel québécois? Parce que le réel québécois... on a à boire et à manger là-dedans, là. C'est riche, là. Mais c'est intéressant, tu sais, parce que, tu sais, moi, comme je te l'expliquais tout à l'heure, j'ai aucun diplôme. C'est tellement loin de moi. Fait que, tu sais, un professeur de philosophie, moi, je pensais que t'allais m'enseigner Socrate. Des affaires de même, Homère. Oui, mais tu peux le connaître, là, mais, tu sais, par exemple, tu sais, nous, en philo, à l'UQAM, on vivait aussi à partir des gens en sciences d'éducation. C'est-à-dire que nous autres, on n'enseignait pas juste à du monde en philosophie, on enseignait à du monde qui allait enseigner au secondaire. De sorte que tu peux pas te lancer nécessairement non plus. C'est-à-dire que tu peux pas réserver à de l'érudition tes affaires. Là. Il faut que la balle arrive sur le marbre. Là. Puis il faut pas que tu endormes ton auditoire. Là. Il faut qu'il se passe quelque chose. Oui, c'est ça, il faut que ça reste interactif. L'enseignement, là, c'est une affaire bien artisanale. Là. C'est-à-dire que des cours de 3 heures, j'arrive même pas à comprendre qu'on puisse encore donner ça. 3 heures, il faut que tu sois drôle en maudit pour que une jeunesse qui est sur le Ritalin puis sur l'Adderall puisse toffer un gars qui va parler pendant 3 heures. Là. T'es mieux d'être drôle, t'es mieux d'être... Des gardes allumés. Oui, c'est ça. T'es mieux d'aller chercher tout de suite dans les premières minutes parce que dans le fond, ils viennent de stationner leur auto à l'entour de l'UQAM. Ils ont survécu aux ruines de l'UQAM alentour. Ils ont leur vie aussi, là, oui, fait qu'ils sont dans leur tête, pas sur leur téléphone. C'est drôle que tu parles de ça, parce que c'est justement de tes anciens élèves qui m'ont proposé ton nom, de t'inviter sur le podcast, puis j'en ai eu énormément. Des victimes, sans doute. L'association des victimes de ces cours. Oui, exactement. J'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le sujet, justement, parce que tu parles de l'éthique dans l'actualité. Fait que j'aimerais qu'on parle des médias, justement. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Toi, de quel œil que tu vois ça? La perte de confiance de la population envers les médias traditionnels? C'est-à-dire que il y a pas une grande... C'est-à-dire il y a encore une grande partie de la population québécoise qui perdre du temps sur LCN puis sur Radio-Canada. C'est-à-dire que au sens où tu peux pas être un média subventionné puis prétendre à l'impartialité. À partir du moment où ton salaire est versé par l'État ou une partie de ton salaire est subventionné, tu viens de te discréditer. Mais évidemment, tu peux pas expliquer ça à du monde qui ont toujours la TV ouverte à Saint-Jérôme. Là. Tu peux pas aller lui dire lâcher Paul Larocque ou lâcher... ils sont habitués, c'est comme Jean Roger à une autre époque là, au Casaloma. C'est des amuseurs, ils donnent des airs sérieux, mais on sait bien que ces médias-là sont en pleine perte de vitesse, puis ils doivent n'avoir aucune crédibilité. On les a vus aller pendant la pandémie. Ils étaient dangereux. Ils étaient dangereux pour l'équilibre de la société. C'est-à-dire qu'ils déclenchaient des querelles entre des beaux-frères en disant si votre beau-frère se fait pas vacciner, allez pas le visiter. Il y avait une action même il était pas juste incompétent et paresseux, il était dangereux au sens de il mettait en danger l'équilibre de la société en séparant les vaccinés des non-vaccinés. Tu peux pas faire ça, là. Ils ont foutu du gaz dans le feu. Oui, c'est ça. Tu peux pas faire ça parce que toi, tu réponds à une commande de l'État, tu réponds à une commande de la santé publique. Tu peux pas faire ça. Si tu fais ça, t'es dangereux, puis il faut qu'on te le dise, là. La façon que je vois ça, moi, on dirait, c'est que les médias, on dirait, ils ont pas la plateforme pour pouvoir le faire. Tu sais, c'est comme on va traiter de plusieurs sujets à 4, ou ce qu'on a peut-être 1 minute chaque, si on est chanceux, pour pouvoir traiter de sujets d'actualité importants. En plus, au Québec, c'est toujours les mêmes. Là. C'est-à-dire qu'en plus, ceux qu'on invite dans les médias traditionnels, c'est toujours le même discours, c'est toujours la même... C'est la chère Raoul d'Endurant, c'est les mêmes gars qui reviennent nous répéter la même homélie religieuse sur ce qu'il faut penser, ce qu'il faut pas penser, comment Trump est dangereux, comment c'est... Ils viennent juste nous dire ça sans arrêt. Ils font même venir des Françaises qui viennent pérorer sur
ben oui, c'est un psychopathe, c'est un... Tu te dis, mon Dieu, mais... Tu sais, c'est là où tu vois comment le Québec est petit, comment le Québec parle pas anglais, comment le Québec ne comprend pas ce qui se passe alentour de lui, en fait, comment le Québec est une sorte de secte. C'est-à-dire, mes amis de Québec appellent ça le dôme, là, mais c'est pas juste le dôme. C'est le dôme, au moins, ça nous protégerait du mauvais temps. Une secte, c'est bien plus dangereux avec Papa Legault, puis avec... non, une secte, ça, c'est dangereux. C'est quoi, on dit? On manque de pluralité de points de vue, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis, en fait, il y a une sorte de paresse. Si tu es un recherchiste syndiqué à Radio-Canada, tu sais, tu as une liste de téléphone, tu appelles un tel, puis il va venir. Tu prends aucun risque, tu sais exactement ce qu'ils vont dire. Il n'y a aucun espèce Ils choisissent en fonction de... Puis regarde, quels sont les intellectuels qui sont invités ces débats? Je revois repasser Guy Rocher. Là. Guy Rocher, il y a 100 ans, là. J'ai beaucoup d'admiration pour le père. Je suis pas d'accord avec ce qu'il a fait, mais il y a 100 ans, là, tu sais, puis le frère de Lucien Bouchard peut apparaître à Radio-Canada comme si de rien n'était. Tu te dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Les messieurs, ils ont 80 ans, ils ont 75. Je suis pas de l'âgisme, mais trouver quelqu'un qui a une étincelle, tu sais, trouver donc un intellectuel de droite relativement jeune pour voir que, tu sais, il n'en trouve jamais, évidemment, il n'y aura jamais personne qui... Ben, tu sais, juste avant l'élection fédérale, il y avait Rudolph, tu sais, que lui, il faisait, je pense qu'il était parti du cabinet de Stéphane Harper dans ce temps-là, puis il y avait Jacinthe Varel. Oui, mais... C'est ça, fait que ces deux-là, ils étaient à Radio-Canada, puis juste avant l'élection fédérale, ben... Mais ils ont comme disparu. Ouais, c'est ça. Ils ont comme disparu comme dans un parti, comme si on était en Union soviétique, là. C'est-à-dire, hop, au goulag. Ils sont tous à photo. Coudonc. Fait que c'est ça, toute la fois, tu plains le fait qu'il n'y a pas de représentation de la droite d'un média traditionnel. Ben, c'est-à-dire que j'ai pas une admiration sans borne pour la droite, sauf que quand on parle au Québec de la droite, il est diabolisé. Non seulement il est diabolisé, mais il n'y en a jamais eu vraiment. La droite, là, allez voir en France, allez voir le père Jean-Marie Le Pen qui se met à crier après Jeanne d'Arc. Il y a dans la vraie droite, il y a une morale religieuse, il y a un ordre. Au Québec, il n'y a jamais eu de droite. C'est tout gauche, plus à gauche, toujours plus à gauche, encore plus à gauche, jusqu'à la fin des temps. Là, il y a regarde les partis qui nous présentent, là, de QS au pays, c'est tout le modèle québécois au sens de le gros cercueil démographique dans lequel on est embarqué, puis on attend l'injection finale, c'est-à-dire gratis en plus. C'est-à-dire que le fond du drame québécois, c'est ça, c'est une société qui est pas capable qui a pas été capable de se renouveler intellectuellement, qui s'imagine être bien bonne moralement, d'être bien supérieure aux autres, en environnement, en éducation, alors que c'est un échec, là. C'est un immense échec. T'sais, on trouve personne pour critiquer durement la société québécoise. La société québécoise fonctionne comme de la pédagogie à Saint-Saëns, c'est-à-dire juste avec du renforcement. Ben, c'est mieux que rien. Ah ben, c'est toujours ça de prix. Il n'y a aucun goût pour une critique sévère de la société québécoise. C'est pour ça que je dis que c'est une secte, c'est-à-dire que quand les Québécois disent c'est pas le temps de chercher des coupables ou on n'aime pas la chicane. On n'aime pas la chicane, nous autres. C'est ça. C'est ça, là. Ouais. On n'aime pas le monde qui élève le ton. Non, on n'élève pas le ton. Pas de problème. Qu'est-ce qu'on aurait gagné de lever le ton? Mais c'est-à-dire que si t'es jeune dans la société québécoise, il faut que tu sortes du Québec le plus vite possible. C'est ça le drame. Si t'as cotisé pendant 35 ans, reste là parce que de toute façon t'es déjà foutu. Tu pouvais pas placer ton argent ailleurs parce que tu avais déjà un fonds de pension. T'es dans un modèle, là. T'es incarcéré dans ton modèle, là. Mais si t'es jeune, puis tu parles anglais parce que tu l'as appris sur Internet, pas à l'école, là. Tu l'as appris parce que tu étais sur Internet, tu regardes vers les États-Unis, ça presse, là. Il faut que t'ailles voir ailleurs, là. Tu peux pas imaginer finir. C'est ce que je disais à mes étudiants en éducation. Je disais, l'éducation, c'est bon, c'est une vocation, mais essayez d'avoir plus d'ambition que ça. Commencez en éducation, commencez à gagner votre vie, soyez autonome. D'ailleurs, la plupart le faisaient. Un des grands problèmes qu'on avait, c'était il y a de l'absentéisme parce que, dans le fond, le système recrute directement. Là,
ils ont tellement besoin de main-d'œuvre que la formation est ponctuée d'absence. Est-ce que tu aimerais être invité dans les talk shows? Oui, mais moi, oui, mais tu sais, je cours pas après ça. Moi, t'as l'air un peu sévère. Non, mais je cours pas après ça, là. C'est pas ça, j'haïs pas ça de donner mon avis ponctuellement à du monde sympathique, là, mais tu sais, il n'y a pas de grand gain personnel à part te faire haïr, d'aller dire à quelqu'un, aller dire à une société, à penser qu'une société ou nager à contre-courant d'une société. Tu sais, moi mes ouvrages, ça a été de dire pendant 4 ouvrages, j'essaie que le PQ, c'est une fraude intellectuelle. Mais tu sais, tu dis ça, les vieux qui portent des casquettes de marins veulent te scalper. Mais tu dis ça parce que t'es un nationaliste, t'es un indépendantiste toi-même. Ouais. Tu dis ça comme vrai indépendantiste. Tu dis, hey, le PQ, c'est Norbeau. C'est pas mêlant. Il y aura rien qui va sortir de là. Il y a jamais rien qui est sorti de là. C'est juste une école de perdants. Les chefs que vous avez élus, c'est du bien bon monde, mais il y a rien à faire avec eux autres. Fait que t'es pris avec ça. Fait que si tu t'en vas dire ça à des gens qui ont milité qui ont pensé que ça pouvait marcher, Ouais. Tu vas être mal servi à l'épicerie puis à faire, tu sais, il va manquer des tranches de jambon dans tes affaires. On va y revenir avec le PQ puis la souveraineté, là. Parce que ben c'est ça, tu sais, parce que tu as dit dans un podcast, justement, c'était à Libre Média, là, tu sais, puis tu avais commencé en disant je sais c'est quoi nager à contre-courant des médias traditionnels, tu sais, c'est des médias québécois, puis j'imagine, c'est ça, c'est un peu ça que tu dis que... Ben, c'est-à-dire que tout est surveillé, tu sais, même ceux qui se critiquent, même ceux qui apparemment critiquent savent très bien jusqu'où pas trop aller, là. C'est-à-dire que la ligne, la voie, là, tu sais. Il y en a très peu qui le font. Je regarde Mathieu Bock, ce qu'il fait de temps en temps. Oui, j'adore. Mathieu Bock, il regarde partout. Il était pas de Matamor pendant la pandémie. Il filait doux pendant la pandémie. Là, LCN s'est enligné, puis il gagne sa vie. On peut pas y reprocher de gagner sa vie, là. Tant mieux. Mais tu penses qu'il y a quand même une laisse? Ben, c'est un employé de Cube Radio puis de Québécois, là, tu sais, il faut qu'il gagne sa vie, là. C'est pas un reproche que je dis, mais je dis simplement que il y a pas la liberté. En fait, on sait pas la moitié de ce qu'il pense, parce qu'il nous disait ce qu'il pense. Je pense qu'on y gagnerait, premièrement, mais je pense que ce serait dangereux pour l'équilibre des... Tu sais, il y a quelque chose de bon enfant au Québec, là. Il faut que... Tu sais, il faut que ça soit présenté avec... docile. Oui, gentil. Puis il faut qu'il y ait une parité. Il faut qu'il y ait des filles qui parlent gentiment de certaines affaires, puis qui se plaignent, qui disent... Tu sais, il faut que ça soit... équitable. Il faut que ça soit équitable, paritaire, sympathique, au détriment de tout ce qui peut... sans égard pour quoi que ce soit d'autre, là. C'est ça qui compte. De sorte que... les gens qui sont pas absolument libres puis qui travaillent dans les médias ont une immense autocensure évidente, là. De sorte que c'est pour ça que les médias sont en chute libre, parce que les gens savent exactement ce qu'un tel va dire ou ce que madame un tel va dire, puis qu'est-ce qu'elle va penser. C'est comme une vieille série qu'on a vue 8 fois, là. Ouais. On connaît les répliques, là. Mais qui marche encore avec les boomers. Mais qui marche encore si t'es en institution, puis où t'as 3 postes de TV, puis t'as pas Fox News, puis tu restes tranquille chez vous, puis... on dirait qu'ils cherchent pas non plus à se faire... à aller chercher un différent point de vue ailleurs. Tu sais, comme moi, je fais souvent ça. J'aime écouter LCN. Moi, j'adore écouter LCN. J'écoute Radio-Canada. Moi aussi, j'aime ça rire de LCN. Tu sais, j'adore ça. Non, LCN. Quand tu vois Paul, quand je vois Paulo, tu sais, Paul Larocque, c'est extraordinaire, là. Je vous le dis, c'est Jean Roger, là, au Casaloma. Tu sais, il prend un air sérieux, il interview, puis Gaëtan Barrette, mais il y a quoi de bon qui sort de là? Tu sais, moi, parce que peut-être de mon œil de je sais pas, de pauvre gaillard, là, tu sais, moi, je trouve ça bon,
j'aime qu'est-ce qui va sortir de là, mais par exemple, si je vais aller chercher un point de vue extérieur différent, qui est totalement à l'opposé, là, tu sais, pour vraiment voir y a-tu traité tous les sujets? Est-ce qu'il y a de quoi qui ont sorti entre les mailles, tu sais, pour pas être, pour pas manquer d'informations, puis pour pas manquer de points de vue, tu sais. Ce monde-là, c'est parce qu'ils sont amis aussi avec les politiciens. Il y a une grande tradition au Québec. Là. Les journalistes... ils veulent pas les faire chier. Non. C'est ça. Ils veulent qu'ils viennent à leur émission. Ouais, donc, c'est pas le temps d'aller talonner Champagne du fédéral ou aller se mettre à se lâcher Paul Saint-Pierre Plamondon. Paul Saint-Pierre Plamondon. Là. Tu veux pas qu'il te boude parce que tu es dans un petit marché aussi puis tu veux... C'est ça quand tu dis le petit Québec. Ben, aussi, c'est ça. c'est Mais ça. Longtemps aussi, les journalistes qui travaillaient dans les journaux de papier, là, il y avait sur la colline parlementaire, il y avait un tournoi de baseball ou de balle molle entre les politiciens et les journalistes. Ça donnait une idée. Mais tout ce monde-là... Oui, mais Québec, c'est ça aussi, c'est l'inceste, là, au sens où... Ils sont tous proches. Oui, puis le médecin qui soignait ta fille ou l'orthodontiste qui s'occupe de ta fille, as-tu son numéro? Hey, j'ai un problème, je suis à l'urgence de le gardeur, là. Connais-tu quelqu'un? Tu sais, t'imagines pas que le monde attend dans les urgences, là. Tu sais, le peuple, il sait pas ça, il veut pas le savoir non plus, parce que le peuple, il est pas, tu sais, il veut pas non plus trop en savoir, mais il se doute bien que ce monde-là passe avant tout le monde, puis ils sont traités, puis ils vont dans le privé, puis les ministres d'éducation au Québec, ils ont envoyé les enfants pas dans le public, là, tu sais. J'ai une question, serais-tu capable de me dire qu'est-ce qui se fait de bon dans les médias traditionnels que t'aimes bien? Qu'est-ce qui se fait de bon? Tu sais, le journaliste d'enquête, ça, c'est super important autre que les médias indépendants pourraient pas faire. On pourrait te répondre comme Falardeau, ils savent où pas chercher, là, aussi. Ils savent où pas chercher. Ils font bien attention pour pas relever une pierre dans laquelle il y a trop d'anguilles. Ouais, ils font faire bien attention. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aime dans les médias traditionnels? Je sais pas qu'est-ce qui est bien amusant. J'aime le sport. J'aime la couverture du sport. Il commence à avoir des filles là-dedans. Je sais pas pourquoi ils les ont mis là-dedans. Il n'y a pas de quelque chose d'amusant, mais c'est un peu... Mais ouais, j'aime le sport. Je suis le hockey, dans les médias traditionnels, mais je vais pas là. Mais je sais comment. On le sait tout de suite que t'écoutes Anne-Marie Dussault, tu sais très bien qui va être là, puis comment elle va interviewer le Français qui s'en vient là. Il y a tout le temps 2-3 Français de service qui apparaissent là, puis les recherchistes ont modulé toutes les affaires. Puis il y a le monsieur de la chaire, Raoul Dandurand, qui lui vient nous faire une homélie sur la Trump le méchant, Trump le fou, Trump le dangereux. Il y a aucun... As-tu déjà vu une analyse positive de Trump au Québec dans les médias traditionnels? Quelqu'un qui dit « Hey, c'est un gars étonnant quand même, il a 78 ans. » Moi, c'est ça, mon affaire. C'est moi, j'en veux pas de positive ou de négative. Je veux juste une analyse qui objective. C'est ça que je veux. Mais l'objectivité, comme tu l'as dit un peu au début... Non, mais OK, mais... tout le monde... tout le monde voit bien que en Amérique, il y a une révolution en marche, là. C'est-à-dire qu'il y a une vraie révolution. Trump, c'est pas juste un réformiste, là, c'est un révolutionnaire. Il veut changer des affaires. Il est vieux. Il a eu tout ce qu'il voulait dans la vie. Il est riche. Il veut brasser la cage. Il a eu toutes les femmes qu'il voulait. Il a eu tout l'argent qu'il voulait. C'est-à-dire le mâle alpha mais aussi à la fois overweight, jaune-orange. Mais c'est le pouvoir politique, mais qui s'attaque à quelque chose, plutôt que il s'agit pas d'être positif au sens d'être admiratif, il s'agit juste de dire c'est quand même un phénomène de la nature, là. Tu sais, on se prend devant un feu de forêt, moi je me prends devant la force d'un politicien de 78 ans qui parle debout en Alabama à 100 degrés avec d'humidité, puis qui rembarque dans son avion, puis s'en va puis s'en va à un combat d'UFC ensuite, puis tu sais, je me dis, ce gars-là, tu sais, quelle sorte de vie, il y a 10 000 vies, là, tu sais, ma vie d'adolescent à Longueuil par rapport à la sienne à New York, là, c'est comme si lui avait 10 000 vies, puis moi,
Tu sais, Ouais. tu sais, Il y en a peut-être perdu une quand il s'est fait tirer, non, mais tu te rends compte là, de la... Ouais. Tu sais, le karma du bonhomme, là, c'est complètement... Ouais. Mais c'est vrai que c'est ça. Moi, je trouve que c'est vrai qu'il est totalement diabolisé dans les médias. Puis un peu comme Christian Dufour me disait, il y en a qui font juste une analyse très courte de façon à ce que c'est un crétin, c'est un cinglé, tu sais, sans vraiment essayer de comprendre pourquoi il fait ça, où c'est qu'il s'en va, malgré que ça doit être extrêmement difficile d'analyser tout ça parce que tu sais, il dit tellement des énormités. Des fois, tu sais pas si c'est pour brasser à la cage ou mais pour parce que lui, aller atteindre un objectif ailleurs. Restons philosophes. C'est lui, il sait qu'on est dans la caverne, là, de la caverne des médias. Il sait comment provoquer, il sait comment, tu sais, les décrets, tu sais, les gens se disent, je vais être contesté par les tribunaux. Ben oui, mais ces décrets, il les a écrits pour tester la loi. On l'imagine tout le temps, tu sais, il l'imagine tout le temps comme un personnage enfantin et irrationnel. Non, il y a une machine derrière lui, il y a des juristes de très haut niveau qui l'accompagnent, il y a une vision économique avec laquelle on peut ne pas être d'accord, là, mais tu sais, les tarifs, il n'y a pas tarifs, il n'y a pas besoin de les imposer. Il y a juste à dire au Canada, encore pendant quelques mois, encore pendant tout son mandat, il y a juste à dire, moi, vous en mettre, je vous en mettrai pas. Juste le fait en sorte que les oui, les compagnies canadiennes investissent plus au Canada, puis il y a juste à mettre en application les baisses d'impôts sur les entreprises. Ça, c'est bien plus dangereux que les tarifs. Ça veut dire que tous ceux qui vivent du modèle cas social-démocrate vont s'en aller aux États-Unis. Tu sais, le gars qui fait des tentés, en tout cas. Le gars qui fait des portes et fenêtres en Beauce, là, ou les gens qui vendent des planches, qui vendent du bois, ils se disent... je resterai pas au Québec, là. Je vais aller m'installer aux États-Unis le plus. Il y a juste besoin de parler. Puis les affaires se font. Au plan économique, le mal est fait, puis il a même pas commencé à jouer à la balle dure au sens de... Tu sais, mais disons que le bonhomme était résolu à annexer le Canada. Là. Disons qu'il se lance là-dedans, puis il dit, moi, là, tu sais, il y a ses déclarations politiques, mais il y a tout ce que ces services de renseignement peuvent faire comme capacité de déstabiliser l'État canadien. Tu vois Mélanie Joly, tu vois bien que Mélanie Joly avec Marco Rubio, il y a comme... c'est comme... Ils sont dépassés. Je sais pas, c'est Mike Tyson avec Gilles Latulippe, là. Tu vois, elle est bien gentille, mais tu vois bien que du monde... Tu peux pas lutter avec ce monde-là. Tu fais des déclarations... Ou le jeune Champagne, là, qui est tout le temps à un ton trop haut, là, qui lui était placé là par Jean Chrétien. C'est pittoresque. Là, moi non plus, je suis pas un grand fan de mais tu regardes, mais tu dis, hey, on va en manger on va en manger une sincère. On n'a aucune chance contre, où on va se dire, on va se réarmer, mais on va se réarmer avec quelle armée actuelle? Les hommes portent du poly à ongles, ces ongles dans notre armée, là. La madame, l'as-tu vu, la chef de l'armée canadienne, à quoi? Non. Elle est pas épeurante, là. Non, mais elle fait peut-être 20 push-ups de plus que moi, mais elle est pas épeurante pantoute, là. Tu dis non. Je veux t'amener, parce que, tu sais, c'est ça, on parle de médias, puis... je me demande de quel œil que tu vois ça, justement, les médias émergents, tu sais, indépendants ou alternatifs ou complémentaires, peu importe le nom qu'ils donnent, tu sais, qu'est-ce qui fait un peu plus sur le web? Ben, je vois ça, je vois juste, par exemple, à la radio de Québec, moi, j'écoute systématiquement Jeff Fillion, Jerry Pizza, les petits gars qui travaillent là-dessus, je les appelle les petits gars, ils ont mon âge à peu près, là, je trouve qu'ils sont quand même courageux, qui ont réussi à établir une vraie business, là, ils ont réussi à... Puis, ce qui nous... Radio Pirate? Oui, c'est ça, je les trouve c'est-à-dire que, comme pensée, je suis pas trop d'accord avec eux autres, là, mais comme pensée subversive, critique, ben, il n'y a pas grand-chose d'autre que ça. Radio-Canada est même obligé d'utiliser de ses fonctionnaires, là, Olivier Niquette ou je sais pas qui, là, les gars qui viennent juste essayer de rire d'eux autres, puis de les ridiculiser, puis mais ça marche pas. Ils ont pas de... Ouais, ils ont ri de moi à m'amener. Bon, oui, ils sont... Non, ils sont là pour ça, mais ils comprennent tout à fait que
ces débrouillards-là sont bien dangereux pour leur business de rond de cuir, là, tu sais. Ouais. En même temps, j'imagine, il leur donne du jus, il leur donne une raison d'exister. Oui, mais tu sais, t'as Jeff Fillion qui est la seule personne qui peut tenir tête à une machine qui va juste dans une direction, là. Tu sais, il y a comme... tu sais, j'imagine... Moi, je me souviens de l'époque d'André Arthur, puis tu sais, c'était genre, qui était encore une coche plus raide que Fillion, là, qui était, évidemment, qui dépassait les bornes, mais tu sais, le drame de ces gens-là, d'après moi, comme auditeur, c'est qu'ils n'ont pas assez de rechercher, ils ont pas la masse... À petite échelle? Oui, ils sont à petite échelle, mais s'il y avait j'allais dire un staff là, il serait dévastateur, là, il serait redoutable. Mais ils font on sent le gars joue au golf, il est en Floride, il est découragé du Québec, je l'écoute, je trouve ça bien intéressant, puis il a raison la plupart du temps, mais il suffirait qu'il y ait quelques joueurs de plus dans son équipe pour faire... Bien faire contrepoids. Oui, pour faire un contrepoids à une machine lourde, lente, ennuyeuse, prévisible de l'autre côté. Là, Moi, c'est ça que je déplore, que justement, c'est rare, justement. Si tu veux aller chercher une information qui est différente, d'un point de vue qui est différent, ben c'est ça, il faut que t'essayes d'aller la chercher ailleurs. T'sais. Fait que là, tu peux tomber un peu sur n'importe qui, n'importe quoi. T'sais. Fait que là, t'y vas, t'essayes, puis là, tu te dis, bon, ben ça, ok, ça c'est pas pire, ça c'est pas vrai. Mais tu sais, t'es un peu laissé à toi-même quand que je pense qu'au contraire, tu sais, des Québécois ou même Radio-Canada, tu sais, ils devraient engager justement du monde qui sont à droite, qui pensent différemment, mais qui représentent d'autres personnes qui pensent pas comme... mais comme je te dis, à droite au Québec, là, la droite, il faut pas s'exciter. Là. Avec la droite, il en existe pas. C'est juste du monde qui veulent juste s'émanciper d'un modèle qui va vers la catastrophe. Là. La droite au Québec, c'est juste du monde qui veut sauter en bas du Titanic. C'est juste ça, qui voit bien qu'au plan démographique, il n'y a aucune chance que ce modèle-là, c'est un scheme de Ponzi. Il n'y a pas de... Les soins de santé, tes enfants n'en auront pas. Là. Ce modèle-là va imploser. Il va imploser, mais évidemment, si tu fais partie du groupe d'âge favorisé par ce modèle-là, tu veux que rien change, mais si t'as le malheur d'être jeune, ben tu vois bien que tu sais, la droite, c'est une pensée bien plus morale, puis dans laquelle il y a pas de travail à la maison, là, tu sais, puis il y a pas de syndicats partout, puis mais c'est ça le drame politique du Québec, c'est que tu peux pas sortir la CSN, puis la FTQ, puis la Fédération des médecins spécialistes, puis la Sûreté du Québec, puis les fonctionnaires municipaux. Toute la société québécoise est comme un engrenage légalisé, enquisté dans il y a pas de changement qui peut s'opérer. Ce monde-là vont se défendre, là. C'est-à-dire qu'ils vont se défendre gentiment au début, mais ils vont jouer à balle dure si tu veux changer, toucher à leurs privilèges. J'entendais Magali, la présidente de la FTQ, là, se dire contre la petite loi de la CAQ sur les manifestations puis les prises d'otages faites par les monopoles. Là. Tu regardes aujourd'hui, pour se rendre ici, ça a pris je sais pas combien de temps, parce que dans le fond, il y a une grève du transport en commun, mais la grève du transport en commun, c'est un grand classique de la société québécoise, c'est-à-dire un monopole qui prend du monde pauvre, plus pauvre que lui, en otage. C'est un monopole de travailleurs qui n'ont aucune espèce de rapport de force avec la réalité autre que leur convention collective. Puis là, ils se disent... on veut plus. Ouais, on veut plus. Puis on va avoir plus. Puis je vois pas pourquoi on n'aurait pas plus. Nos députés ont eu 30% de plus, eux autres. Les autres aussi veulent une part du gâteau. Oui, c'est ça. Fait que tout le monde tire dans ça. Mais là, tu veux changer quelque chose dans cette société-là, tu te heurtes à des mécanismes légaux déjà prévus dans lesquels il n'y a pas de... Tu te dis, elle va venir d'où la richesse pour financer tout ça? C'est-à-dire, elle va venir d'où? C'est-à-dire que pour avoir une infirmière, là, il faut que tu en vendes des planches. Là. Il faut qu'ils en vendent, puis il faut que tu comptes sur ton taux de change qui est bien favorable. Là. Il faut que tu sortes des minéraux, il faut que ça crée pas de richesse, ça, un système de santé gratuit. Ça génère pas de richesse au sens où
Oui, au plan humaniste, c'est excellent. Oui, non, mais on comprend tout ça, là. Mais c'est pas avec ça qu'un État s'enrichit. On se dit, quand on regarde la société québécoise, d'où va venir l'argent, à un moment donné? D'où va venir la richesse? Peut pas être tous préposés aux bénéficiaires, là. Peut pas vivre dans un hôpital géant. Ça va venir d'où? Ouais, ben c'est ça. On dirait qu'il y en a qui se butent à ce genre d'examen de conscience-là, tu sais, qu'ils veulent pas y penser, puis on dirait que la solution magique, c'est tout le temps de encore plus taxer la classe moyenne, tu sais, ou les riches, ou... tu sais, sans se demander réellement, tu sais, si... quelles conséquences ça va avoir, ou mettons, tu sais, parce que de qu'est-ce que je comprends, c'est la droite cherche aussi beaucoup à désengraisser la machine de l'État, là, tu sais, de couper dans la taille de l'État. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'une fois que tu as une bureaucratie comme celle du Québec, comment tu coupes cette bureaucratie-là? C'est-à-dire, mettons que tu engages 100 000 fonctionnaires de plus pour vérifier dans les poubelles, voir qu'est-ce que tu as jeté, si tu as jeté des affaires compostables ou non. Quand tu es rendu là, dans une ville. Ah ouais, quand les hosties du centre de tri sont toutes désuets, ça va absolument rien servir. Non, mais c'est ça l'idéologie. On comprend que ça va nulle part, mais t'as un fonctionnaire, puis il faut qu'il génère son emploi. Fait que lui, il se dit, moi, je viens d'être engagé là, dans la brigade propreté de la ville de Montréal. Fait que moi, là, plutôt que de faire passer des camions, m'aller fouiller dans vos poubelles. Tu sais, c'est ça ma job, m'a fouiller dans vos poubelles. Mais tu te dis, tabarnak. Puis ce que là, il y a une pension, il y a un fonds de pension que tu vas être pris pour financer, il y a des soins dentaires avec sa convention collective, il y a toutes sortes d'affaires, là. Il va nous coûter une fortune pour ça, pour mener à bien les affaires idéologiques. Fait que, tu sais, si on se résume, la droite, c'est quoi? C'est quoi la droite? La droite, c'est juste du monde qui veulent sortir, qui veulent respirer. C'est-à-dire qu'ils veulent... Économiquement? Oui, qui veulent respirer économiquement, qui veulent retrouver une certaine prospérité, puis qui veulent désintoxiquer le citoyen de l'État. C'est-à-dire que, tu sais, au Québec, là, tous ceux qui ont réussi économiquement, ils sont tous à côté d'une certaine manière sur la caisse de dépôt, sur l'investissement Québec. Il y a tout le temps, c'est toujours tricoté avec notre vieille Église catholique, au sens... l'État, avec l'État, il n'y a rien... les petits gars, ils sont formés en CPE, là, ils voient... Imagine une société dans laquelle le monde, ils sont élevés par des préposés syndiqués. Leur mère les dépose en CPE. Tout le monde court après un CPE. Mais ça fait un citoyen qui est fabriqué par l'État puis qui n'a pas beaucoup d'autonomie. Là. Il respecte les consignes bien jeunes, il marche au pas. Puis quand il marche pas au pas, on s'arrange au plan pharmaceutique pour qu'il marche au pas. Puis c'est pas quelqu'un qui va avoir un grand goût pour la liberté d'entreprise, puis de l'idée... Non, on l'a organisé socialement. Là, on l'a organisé socialement, il obéit. L'État finance de l'insémination jusqu'à l'euthanasie. Donc, tu as l'État partout. À la fois sur ton lit de naissance puis ton lit de mort. Là. L'État partout dans ta vie qui se mêle de tout. Qui est partout dans ta vie. Qui dit, tu peux pas entreprendre quelque chose sans avoir 8 permis. Pis, OK. Tu peux pas rien entreprendre sans passer par moi. Ouais. Okay? Mais pourquoi de bas, tu sais, je t'écoute parler, puis dans le fond, la droite, c'est ça, c'est une quête d'acquérir de la liberté ou de garder sa liberté ou d'en avoir plus. Fait que, pourquoi que c'est tant diabolisé? Ben, parce que la liberté, d'abord, personne n'en veut, là. Personne n'en veut vraiment. Il y a pas tant que ça de monde. Les gens veulent savoir. Veulent savoir quoi faire. Ils veulent avoir, comme on disait pendant la pandémie. Moi, j'aime ça, les règles, ça m'empêche de penser, là. C'est la liberté de penser. Il y a personne qui court après ça, là. C'est-à-dire, parce que ça veut dire que tu prends ton désir ça veut dire que tu te désires, tu veux quelque chose, tu veux te lancer, tu veux t'autonomiser, tu veux t'individualiser, là. Le problème, c'est que les gens, ils préfèrent être dans le banc de poisson. Le banc de poisson s'en va dans telle direction, mais à un moment donné, il change à gauche, il s'en va à droite. Être confortable. Ouais. La débalise. C'est ça. Parce que la liberté, là, c'est bien tough. Là. Kant l'a expliqué à un moment donné, là, ça prend du courage. Il faut oser, puis ça prend du courage. Puis ça prend, tu sais, la liberté vient pas sans courage. Je veux dire, il faut que tu sortes du rang un petit peu. Faut que tu sortes du rang.
Pas en ayant les cheveux jaunes, puis verts, puis 3 piercings, là. C'est plus compliqué que ça, là. Un n'empêche pas l'autre, remarque, là, mais tu sais, il faut que tu sortes du rang. Ça veut dire que tu t'affrontes au groupe. Ça veut dire que tu t'individualises, que tu t'émancipes, que tu t'éloignes du groupe. Il n'y a pas grand monde. Le conformisme moral, là, c'est bien fort, là. On l'a vu pendant la pandémie, là. Du monde bien ordinaire était rendu qui dénonçait leurs voisins, puis il était rendu, il était impoli avec du monde. Hey, vous avez pas votre masque. Puis, ça va, la liberté, puis l'autonomie, puis c'est quelque chose de bien précieux, puis c'est bien rare que les États enseignent ça aux individus. Ils enseignent plutôt... Parce qu'ils ont tout à perdre d'enseigner exactement. Ça. Ils ont tout à perdre le contrôle. Ils n'ont rien à gagner à avoir des ça. individus... tu sais, quand on parle de l'accessibilité à l'école, tout le monde est pour ça, l'accessibilité à l'école, mais on parle jamais de... Est-ce qu'on évalue la qualité de l'enseignement? Non. Vous voulez évaluer la qualité de l'enseignement parce que, dans le fond, vous voulez vous attaquer à une idée ultra généreuse qui s'appelle l'accessibilité scolaire. Mais une société comme la société québécoise, là, elle n'avait pas les moyens... il fallait qu'elle soit élitiste, parce que c'est une petite société, elle peut pas faire d'expérience pédagogique, là. Quand elle se lance dans une expérience pédagogique, ça veut juste dire qu'elle va avoir des analphabètes de plus sur l'île de Montréal. Ça veut juste dire ça. Ah, parce qu'ils vont monter les critères, vont monter... Exactement. Ils vont descendre. Ça va être le plus petit dénominateur commun. Oui, ils vont imprimer des junk bonds. Ils vont se mettre à imprimer des diplômes à rabais. Il y a mieux faire de l'aveuglement volontaire. Oui, puis il y a mieux l'idée... C'est tout ça la beauté de l'idéologie. Il y a mieux l'idée généreuse de l'accessibilité, la sortie de la grande noirceur. C'est positif. Oui, c'est positif. Oui, c'est ça, exactement. Mais il n'y a personne qui évalue personne là-dedans, sérieusement. C'est quoi la qualité de ça? Non. La qualité de ça, c'est qu'on contemple l'idée pure de c'est accessible, tout le monde y a accès. Oui, mais comment ça se fait qu'il y a encore des analphabètes si tout le monde y a accès depuis 50 ans? Comment ça se fait que les infirmières, on fait de la micro-gestion dans le système de santé québécois? Ça fait 50 ans qu'ils sont syndiqués, puis qui payent de la cotisation syndicale depuis un demi-siècle, là, puis on n'est pas capable, on va arriver l'été, là, les urgences vont fermer. Ah, OK, l'été. Non, regardons ça. Il n'avait pas baissé, justement, la qualité du français dans les universités ou de quoi de même? Parce que le monde, il pochait leur cours. Oui. Il y avait des moyens aussi de contourner par Internet les questions qu'on pouvait... Non. Niveler vers le bas, dans le fond. Il faut faire... faut pas généraliser. Il faut pas être trop critique, mais disons que l'idéologie, c'est toujours ça, là. C'est toujours l'amour de l'idée puis le déni de la réalité véritable, là. On veut pas voir le résultat. On préfère l'intention au résultat. La bonne intention est préférée au résultat. Okay. Le résultat, il peut être désagréable, il peut nous contredire aussi. Il peut nous dire « Hey, on s'est trompé, là ». Mais dans un système comme le nôtre, on se trompe pas au Québec. Là. Ça fait 50 ans qu'on a raison puis qu'on est dans la lumière, on est sorti de la grande noirceur, puis on s'excite avec ça, là. Hey. Mais moi, j'ai jamais vu comme citoyen puis comme philosophe, j'ai jamais vu j'ai jamais vu le progrès là-dedans. C'est pas le progrès qui progresse, là. C'est pas ça. Il y a pas de progrès à la société québécoise, là. Tout à l'heure, on parlait de politique, tu sais, puis je me demandais... Est-ce que la démocratie contemporaine est en train de se vider de sa substance pour devenir un simple rituel électoral? Oui, on peut dire ça, mais non, moi, comment dire... Dans la question démocratique, il y a toujours la question de la frivolité. Il ne faut jamais perdre une idée qu'on ne voit pas passer souvent, c'est la frivolité de l'électeur. C'est-à-dire, l'électeur, là, il décide sur une base de M. Carney. Il connaît son affaire, c'est un banquier. Sur la surface? Oui, il se base juste là-dessus, là. Elle a un beau sourire, elle va faire une très bonne mairesse, là. Charismatique. Oui, charismatique. On est au niveau du frivole, puis la démocratie est toujours, plus que jamais,
est toujours menacée par ça. C'est ça qui la rend... moi, je trouve ça passionnant en même temps. C'est-à-dire que l'on puisse réussir à... En fait, le paradoxe est le suivant. C'est-à-dire qu'on puisse faire en sorte que des gens votent contre leur propre intérêt. C'est ça, exact. Oui, mais ça, c'est un tour de force en soi. C'est l'élection, c'est comme si je te forçais d'acheter quelque chose que tu veux pas, mais tu finis par me l'acheter. Là. C'est fabuleux. Lors de la vente. Là. Oui, lors de la vente, c'est ça. Tu n'en as pas besoin. Ça va t'endetter, mais ça va marcher quand même. Ça, c'est fascinant. C'est fascinant. Regarde Carney, sa montée au pouvoir est merveilleuse. C'est-à-dire, personne ne le voyait avant. Il reprend exactement ce que Trudeau, il a gardé le même entourage. C'est merveilleux avoir réussi. Les gens se disaient usés, fatigués. Il y avait même pensé que Poilievre serait en avant puis qu'il allait faire un massacre. Là. Ou même la mort du Parti libéral. Exactement, on était là-dedans. C'est fascinant. Alors moi, ça m'a tellement mis en tabarnak, cette élection-là. C'est pas parce que mon candidat n'a pas rentré, moi tout de même, mon candidat ne rentre jamais, là, mais c'est pas ça l'affaire, c'est que à quel point que... Puis là, je vais parler pour le Québec parce que c'est de là que je viens, puis... mais... Ils ont élu quelqu'un, puis ils ont mis la peur de Trump, puis en avant des priorités qui étaient le logement, la justice, l'immigration, l'économie. Tu sais, tout ça, ça te... Oui, mais le logement, je veux quand même pas que le gouvernement se mette à faire des logements. Non, mais je veux dire... C'est-à-dire au sens des HLM, puis tu sais que ça va être une orgie de fraude, puis de dépenses, puis de débordement de coûts. Tu veux pas qu'ils se fourrent le nez là-dedans. Oui. Mais c'était pas dans ce sens-là, je voulais le dire, mais tu sais, dans le sens des priorités. Puis ça a passé bien avant. Oui, mais c'était facile. C'est parce que Trump, c'était comme un personnage de la WWF. Là, c'est un personnage de le lutte. Méchant. Là. Oui, tu peux y faire... Hey, les gens, ils aimaient ça, aller à la lutte. Ils savaient que c'était arrangé, mais tout le monde savait que la lutte c'était arrangé. Mais c'était la même chose de la politique. Les gens, il y a la passion de ne pas savoir, la passion de l'ignorance, là, l'idée de je le sais, mais quand même. Tu sais? Je sais, mais quand même. Puis mon voisin pense la même chose que moi, puis j'en ai parlé au beau-frère, puis il était exactement d'accord avec moi, puis c'est pour lui qu'on va voter. Mais c'est ça qui est triste, on dirait qu'il cherche pas à faire comme... à se confronter, tu sais, à vraiment faire comme, bon, moi je pense ça, mais je vais essayer d'aller voir ailleurs, qu'est-ce que tu penses ailleurs? Oui, mais penses-tu que le monde qui sont inconscients sont conscients qu'ils sont inconscients? Non. Penses-tu que les gens qui sont inconscients sont conscients d'être inconscients? Non, ils se disent non, la vie va vite, les affaires sont compliquées, là ça c'est simple, il y a de l'air arrogant, il y a de l'air baveux, il y a de l'air riche en plus. Ça fait puis nous autres on n'est pas de même, puis c'est tellement simple, c'est tellement merveilleux. T'imagines-tu les ministres fédéraux qui s'attendaient de perdre leur job puis d'être obligés de s'en chercher une puis qui les voient arriver de Trump. Trump, c'est comme... Pour eux autres, Trump, c'est le Père Noël. Là, Trump, c'est arrive avec des cadeaux. Il nous arrive avec une affaire ultra simplifiée. Il est méchant, il est jaune-orange. C'est Youpi négatif. C'est Youpi maléfique. C'est le frère de Youpi de maléfique. C'est une mascotte. Mais évidemment, ils savent pas à quel point... ils sont en danger aussi avec les gens qui élisent. En politique, la question que tu dois te poser, me semble, rationnellement, c'est que le monsieur ou la madame qui se présente, là... Es-tu compétent? Oui, c'est ça. Il amène-tu une plus-value? C'est-à-dire qu'il amène-tu quelque chose qu'on n'aurait pas sans lui? Y a-tu été un grand avocat? Y a-tu été un grand économiste? Y a-tu été un grand homme d'affaires? C'est-tu un grand artiste qu'on va mettre au ministère de la Culture? Ou on va-tu pouvoir bénéficier de quelqu'un qui amène que... Non, c'est pas ça qu'on a aujourd'hui. T'as du monde qui sont ultra... Ils sont gentils, ils sont sympathiques. Puis plus on l'air pauvre au Québec, plus ça marche, là. Moi, j'ai toujours été fasciné par plus ils ont de l'air de venir de classes moins favorisées. Je pensais à Madame McCann, je l'appelais la reine du bingo. C'est-à-dire au sens de... Plus t'as une machine froide, plus t'as une machine avec des ministres, des sous-ministres qui font 300 000 par année, plus tu as besoin d'un politicien en avant-scène qui a de l'air du monde ordinaire.
Tu sais, la grande force, de Dubé, là, il est riche là, depuis longtemps, mais la grande force de Dubé, c'est parce qu'il ressemble à mes oncles de la campagne, là. Tu sais, il a de l'air d'un bon gars, d'un chauffeur de taxi, il a de l'air sympathique. Quand il s'exprime. Oui, il sourit, il est gentil, puis il a de l'air calme, il a de l'air de se maîtriser. Sauf que c'est une catastrophe. C'est-à-dire, il y a du monde qui meurt aux urgences, là, tu sais, il y a du monde qui c'est pas, je sais bien que c'est pas lui directement qui est lié à ça, mais c'est trop bien lui qui entendait Arruda et dire « Hey, il y a un petit problème de myocardite avec le vaccin. » Ils ont arrêté de parler de ça tout de suite, là. Ça a rasé tuer mon père, ça. Ben oui, il s'est ramassé sur le bloc opératoire puis tout. Oui, mais là, il savait, le ministre. Le ministre le savait. Là, son Arruda, il a dit, ben gentiment, on le voit dans le film, ça repasse 20 fois sur TikTok ou sur YouTube, tu le vois sans arrêt. C'est une scène extraordinaire, ça. T'sais. Mais ben, le gars, il reste quand même un bon gars, sympathique, gentil. Je suis certain que s'il se présentait, il pourrait tasser le go. Mais une machine comme la nôtre, avec des employés comme le système de santé québécois, tu peux pas changer ça de même. Il faut que tu connaisses ça. En fait, comment tu démantèles ça? C'est ça la vraie question. C'est que comment on va s'y prendre pour démanteler gentiment ces appareils-là, là? Il faut que ça soit fait sans pitié. À la façon que je t'écoute, là, on dirait qu'il faudrait que ça soit fait de même. Mais là, de genre un peu à la... il n'y a pas de réforme. C'est ça. C'est parce qu'il n'y a pas de réforme avec du monde qui sont assis sur le steak et qui sont légalement assis sur leur steak. C'est-à-dire, si tu veux changer l'ordre établi, c'est une révolution. Le Québec aurait besoin pas de nos révolutions, on doit être tranquille. Là. C'est même pas de nous qu'elle vient l'expression révolution tranquille. C'est des Anglais qui nous ont dit ça dans le Global Mail. Ils ont dit Quiet Revolution. C'est même pas de nous. Non. Si tu veux changer la société québécoise, tu vas te heurter à quelque chose de ultra intelligent, ultra difficile à déplacer. Mettons que j'aurais 20 ans et je voulais faire de la politique. Il faut que tu t'entoures de révolutionnaires, de gars qui ont été dans la police, pour essayer de... Tu peux pas rien faire par le mode électoral. Tu peux jamais faire ça. Il y a bien trop d'intérêt en jeu. Imagine, c'est parce que les gens, je pense, n'imaginent pas le niveau d'avantage qu'un policier de la Sûreté du Québec a dans sa convention collective. On lit pas les conventions collectives des autres corps, mais ils voient pas le niveau de richesse, l'écart qui existe entre des gens qu'il estime être proches de lui, mais qui en fait sont dans la même société que lui, mais ils sont pas proches de lui pantoute parce qu'ils ont toutes sortes d'autres avantages. Donc, quand tu regardes ça, puis tu veux changer ça, ben, bon chance, là. Ce monde-là, ils vont se défendre, là. Ils se laisseront pas... Mais là, tu sais, je t'écoute parler, puis là, je vois déjà du monde te catégoriser. Ce gars-là, c'est l'extrême droite. T'es l'extrême droite. Mais tu sais, je les vois déjà venir. Tu me dis, c'est quoi l'extrême droite? L'extrême droite, c'est pas ça pantoute. L'idée, c'est de rétablir un certain ordre, une certaine justice sociale. Des fois, ça prend plus que des prières. Des fois, pour rétablir un certain ordre, une certaine justice sociale, ça prend de la force. Tu peux pas changer des ordres établis puis en proposer un autre sous le mode de, ils vont être d'accord ou ils vont nous trouver sympathiques ou ils vont finir par comprendre que les 3 primes qu'ils reçoivent pour être à l'heure ou pour ils vont les retourner finalement parce qu'ils vont dire j'ai pas besoin de plus que 400 000 pour faire même. Ben non. Tu t'affrontes au greed du monde, là, puis si tu t'affrontes au greed du monde, pas du monde qui ont les 2 mains dans la plat de bonbons, eux autres, ils sont organisés pour se défendre, puis ils te laisseront aucune chance, là. Donc, tu veux faire de la politique aujourd'hui, il faut pas que tu penses être au Québec, il me semble qu'il faut pas que tu penses être un réformateur. Si t'es un réformateur, t'es comme la CAQ, là. Dans le fond, tu es un entrepreneur de pompes funèbres. Tu fais juste retarder les funérailles de première classe d'une société ethnique perdue en Amérique qui va mal finir. Tu es juste dans cette situation-là. Il faut que tu aies une volonté bien plus trempée puis bien plus forte que ça de changer puis de te mesurer à du monde qui sont probablement au moins aussi intelligents que toi. Puis ils sont plus avantagés par la société dans laquelle ils sont. Là. Ça, c'est un job.
Mais moi, si j'avais 20 ans, c'est ça que je ferais. Là, j'ai un certain âge. Moi, je fais partie du problème, pas de la solution, au sens où je fais partie de ce groupe démographique pour lequel la société n'a pas été trop injuste, qui l'a favorisé. Mais si j'avais 20 ans, je serais moins sympathique, là. Je serais moins gentil parce que, évidemment, c'est une fausse perspective, parce que j'aurais pas vu tout ce que j'ai vu depuis que je travaille. Ouais, ça, ta vie a été différente. C'est ça. Je serais probablement dans la musique rock, puis je serais... je serais avec un skateboard, ou je sais pas trop. Mais tu veux-tu répondre à ma question de c'est quoi l'extrême droite? Tu sais, elle existe-tu au Québec? Non, ça n'a jamais existé au Québec. Il y a Adrien Arcan qui est au des années, je sais pas quoi, là, mais c'est à peu près... Il n'y a rien d'extrême droite au Québec. L'extrême droite, c'est la rencontre d'une politique autoritaire avec une morale catholique ou une morale religieuse, sous le mode de l'Argentine ou du Chili, sous le mode des colonels avec une présence de l'armée. Il n'y a aucune présence de l'armée ici. Est-ce que ça peut être aussi idéologique et non juste religieuse? Oui, mais... qu'est-ce que ça pourrait être, l'extrême droite? C'est l'amour du travail bien fait, le refus de la négligence, la poursuite de l'excellence, l'élitisme, ça pourrait être ça. Ça serait ça, l'extrême droite? Ça serait juste ça? Ça me semble que ça ressemble à ça. L'absence de l'amour de l'individualisme, puis la valorisation de l'individualisme par rapport au fonctionnement groupal, collectiviste. Ça serait ça, l'extrême droite, d'une certaine manière. Tu sais que ça peut juste être ça. Ça peut pas être autre chose véritablement que ça. Là. Laissons faire l'extrême droite. C'est qu'ils comparent Trump au nazisme puis à la commande. Là, on est rendu à... le national-socialiste n'a pas ça en Allemagne, c'était basé sur une suprématie scientifique autour de la race. Puis, c'est ça. Moi, si tu me demandes un exemple d'extrême droite, moi, c'est les premiers que je te nommerais, ça serait les nazis. C'est ça. C'est ou le Ku Klux Klan aux États-Unis. Exactement. On est là-dedans. C'est pas ça du tout. L'extrême droite ou la droite. Moi, je l'ai jamais vu au Québec, la droite au Québec. Laquelle droite? De qui parle-t-on quand on parle de la droite? Du monde qui sont pas d'accord avec le fonctionnement de l'ordre social. J'irais avec Éric Duhaime, tu sais. Oui. Éric, c'est un garçon tout à fait sympathique, tout à fait... qu'il y a rien dans sa personnalité qui ressemble à quelque chose qui pourrait être l'extrême droite. Là. Non, pas extrême droite, je parle de la droite. C'est juste la droite. Mais là, le monsieur, il fait juste passer avec un stylo jaune, un marqueur, et dit « Hey, on a perdu 841 millions dans Nordvolt, on a perdu dans Taïga, vous payez trop cher votre essence, vous faites fourrer à l'épicerie. » C'est ça l'extrême droite? Ben voyons donc, c'est pas à droite pantoute, c'est le sens commun. Voyons donc, c'est le bon sens. Il fait juste souligner ça en disant lui-même est gay. L'extrême droite, ils sont pas particulièrement entichés de... la droite, moi, je suis encore une fois... Ou la droite, OK, mais même la droite est même pas... non. Il est tout à fait dans le... Il représente... juste un courant de droite. Un courant de droite, mais tu sais, quand je l'entends, j'ai tout le temps en train de dire ruine pas ta vie pour ça, engage pas ta vie, ce qui te reste de vie dans une bataille avec contre la CSN, la FTQ, peux-tu imaginer où c'est que tu vas aller chercher les forces pour contester ce monde-là? Tu sais, parce que le problème des gens qui ont des intuitions politiques fortes, c'est qu'ils n'ont pas d'équipe. Tu sais, il y a sûrement 2-3 très bons joueurs avec lui, là, je le connais pas vraiment, là, mais ils n'ont pas d'équipe, là. C'est juste un one-man show, là. Tu sais, il n'y a pas... je sais pas. Moi, si j'avais son âge, je me dis... Je sais pas. Il dirait embarque pas là-dedans. Choisis tes batailles. Non, mais on peut être... Tu sais, il représente juste... Il y a rien d'outrancier dans ce qu'il dit, de scandaleux, il a de l'air totalement sympathique, gentil, critique, amusant, mais tu sais, il y a pas de... On sent pas
on sent pas l'idée d'arriver face à face avec du monde qui ont des gros intérêts puis qui vont jouer dur, là, qui vont, tu veux réformer l'Hydro-Québec. Tu penses, l'Hydro-Québec, OK, on voudrait privatiser 49% de l'Hydro-Québec pour nous permettre de renouveler nos pylônes puis changer nos vieilles turbines, là, qui perdent beaucoup de, mettons qu'on voudrait faire ça, là. C'est ce que c'est, t'affronter à l'Hydro-Québec au Québec. Je parle pas juste du syndicat de l'Hydro-Québec, je parle de l'Hydro-Québec comme gouvernement à l'intérieur du gouvernement. Là. On voudrait modifier la convention collective de la Sûreté du Québec. Ah oui? OK. Comment tu vas-tu prendre pour faire ça? Pour leur enlever des privilèges qu'ils ont? Comment vas-tu faire venir l'armée? Tu vas-tu mettre les petits bleus contre les petits verts, les gars de la police de Montréal? La vraie question en politique, c'est ça, là. Tu veux faire un vrai changement, mais avec quoi tu le fais? Concrètement. Tu peux trouver qu'ils nous abusent, qu'ils ont des conventions absolument effarantes, mais t'as rien pour leur dire non. C'est-à-dire même pas de t'attaquer. Mais mettons que tu dis... mes juges de la cour municipale, là, ça, c'est du monde bien, bien important. Là. C'est pas juste des parcomètres qui parlent, là. C'est du monde bien important. Mais comment tu fais pour modifier leurs conditions de travail, leur salaire, pour arrêter l'inflation? Mettons que tu dis, moi, je veux la justice sociale. Là. Je veux qu'il y ait moins de monde dans les banques alimentaires. Et là, je vais m'attaquer à la richesse des gens qui... bénéficient déjà, qui sont déjà privilégiés par ça. Mais comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Sans passer par quelque chose d'assez musclé puis d'assez intimidant. Tu peux pas le faire. Parce que la société a toujours le dernier mot. Il faut jamais perdre ça de vue. Faut jamais que tu perdes une société a l'opinion toujours... de la population, j'imagine. Oui, mais c'est ça. Mais... la société a toujours le dernier mot sur les individus. Éric Duhem peut avoir les meilleures idées du monde, mais devant le syndicat des ingénieurs de l'Hydro-Québec ou les syndicats des médecins spécialistes, qu'est-ce que tu fais? Ils mettent un peu de pression sur toi. Le lendemain, les journaux sont pleins de « Mon oncle est mort à l'urgence ». Ils vont y faire sa fête. Oui. C'est-à-dire, ils peuvent c'est-à-dire, un État comme l'État québécois, c'est un État qui a laissé des groupes, des corporations prendre le peuple en otage. La fonction de l'État, c'est quand tu as du monde important, comme des médecins, des dentistes, des policiers, qui est dans une société, il faut que tu sois... il faut que tu évites qu'ils rentrent directement... T'en as besoin de ce monde-là, donc il faut que tu les encadres juridiquement pour faire en sorte qu'il n'y a pas de prise d'otage. Tu sais, regarde le transport en commun. Pour m'en venir ici, ça a pris je sais pas combien de temps. Là. C'est du monde qui ont déjà d'excellentes conditions de travail. Là. Ils sont pas exploités par le capitalisme sauvage. Là. Mais là, tu prives du monde encore probablement plus pauvre qu'eux autres, ou moins riche qu'eux autres, de services. Ben voyons donc, ça n'a aucun sens. J'aimerais t'amener sur un autre sujet. C'est ça, là, je t'écoute parler depuis le début, puis c'est tellement pas l'idée que j'avais d'un professeur universitaire à l'UQAM, parce qu'à l'UQAM, on dirait dans ma tête... Ouais, mais j'étais discret à l'UQAM quand même. OK. Parce que dans ma tête, l'UQAM, c'est comme catégorisé woke, là, je l'entends, il y en a qui le dénoncent parmi les invités que j'ai reçus. Ça doit l'être un peu, d'après ça, doit l'être un petit peu. Non, mais fait que je suis curieux d'avoir ton opinion justement sur est-ce que le wokisme c'est gangréné dans les universités ou c'est quoi ton opinion sur y a-tu des dérives? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des dérives? La gauche a toujours été présente dans les universités, puis la gauche c'est comme la case par défaut. Là. Il n'y a personne que... La gauche. Il y a même plus eu de cours sur Marx en philo chez nous. Là. Faut pas s'exciter avec la gauche. Marx qui est le communisme. Oui, c'est ça. C'est Karl Marx. Il y avait plus de chances d'avoir Groucho Marx en cinéma que Karl Marx en philosophie. Là. Donc, c'était... Est-ce que les institutions universitaires sont wokistes?
d'abord, le grand problème d'une institution, d'un département, parce qu'en fait, on peut parler d'université, ça serait très prétentieux, puis ça serait dangereux. Mais disons que à l'échelle de ce qu'on peut voir dans un département de sociaux, ou de philo, ou d'anthropologie, c'est parce que le problème, c'est d'une certaine manière l'autonomie des départements. C'est-à-dire qu'ils vont toujours se reproduire par, j'allais dire un grand mot, là, sissiparité. C'est-à-dire qu'ils vont toujours se diviser. Ils vont toujours se diviser à partir de gens qui iront pas à... Il y a personne qui va engager quelqu'un qui ressemble pas un peu, là. On recrute dans la famille. C'est-à-dire de sorte que si tu mets pas un observateur extérieur dans une embauche, ben t'installes quelqu'un qui va rester là 30 ans à la même place, puis qui va représenter un certain type de pensée, choisi par la majorité qui pense déjà la même chose que lui. Fait que ça fait une forme de chambre d'écho. Oui, exactement. C'est ça la limite. Fait que là, quand ça part à gauche, mais quand ça part dans certains départements ultra gauchistes, ben ils s'engagent entre eux. Ben, ils font, tu sais, il y a tout le temps ce inbreeding là, il y a tout le temps cette espèce ça, tu peux pas en sortir, mais ça installe du monde pour 30 ans. C'est-à-dire que ouais, parce qu'une fois que t'es rentré, une fois que t'es rentré, t'es inamovible, là. Tu peux plus bouger, là. Une fois que t'as rentré ton spécialiste de je sais pas qui, il va être là, lui, pendant 35 ans. Il est permanent. Oui, il est permanent. Puis, sinon, c'est chargé puis lui, il cherchera pas quelqu'un qui pense pas comme lui, là. Il va chercher quelqu'un qui pense exactement comme lui, puis qui connaît parce qu'il travaille dans, tu sais, c'est ça, c'est ça une des difficultés. C'est pas la seule, mais disons que c'en est une, ça. Mais tu sais, pendant longtemps, tu sais, les universités, c'était des lieux de libre pensée, là, tu sais, de découvrir ton idéologie, d'être confronté à d'autres idées que les tiennes, puis tout ça. Est-ce que c'est-là encore? Est-ce que... Ça, c'est une idée bien romantique, là. Je pense que c'est bien romantique, surtout. C'est-à-dire que cette idée de cet espace d'une vie de l'esprit, là. D'abord, là, si on veut être terre à terre, les dernières années pour moi, ont été affolantes pour les universités au sens où la pandémie a tué la vie dans les départements. C'est-à-dire a tué la vie au sens de l'animation. Moi, j'ai participé à une UQAM où les étudiants voulaient occuper l'université, occuper physiquement l'université. Ah, des manifestations. Oui. Okay. Il y avait une sorte de vie, il y avait une sorte d'intensité, il y avait une sorte de collégialité à mon début de carrière. Mais là, tout est désert, c'est vide, il n'y a pas d'animation, mais les cadres vont pas remarquer ça. Le travail à la maison, dans une institution, il faut qu'il y ait une présence. Tu veux faire vivre quelque chose, tu veux faire vivre un échange entre des jeunes puis des plus vieux, surtout dans des domaines comme les nôtres, qui sont pas des domaines des domaines c'est pas des domaines pratiques. Moi, quand j'étais en théologie à l'Université de Montréal, il y a très longtemps, on prenait le café à 11h, on rédigeait nos thèses, on avait un petit bureau dans un building de la rue Édouard-Montpetit, puis là, les profs sortaient à 11h prendre un café, puis là, t'avais toutes sortes de profs dans toutes sortes de domaines, puis toi, tu rédigeais ta thèse, puis tu pouvais y parler de la partie de hockey de la fin de semaine, mais tu pouvais aussi y parler d'un problème que tu avais dans tel auteur, puis lui, s'il avait rencontré ça, puis s'il avait fait... on était dans une sorte de communauté. Ouais. Mais là, maintenant, c'est plus ça pantoute. Là, c'est désert. Quand il y a personne qui traîne dans les corridors, c'est vide. C'est vide. Puis pour l'UQAM, le grand drame de l'UQAM, c'est toujours sa proximité avec d'autres lieux du centre-ville qui sont dévastés. Là, l'alentour, les alentours sont pas... c'est pas McGill, là, c'est pas la montagne, c'est pas... de sorte que le double défi, c'est à la fois de maintenir une vie institutionnelle et puis de ramener du monde dans l'institution physiquement. C'est-à-dire ramener physiquement du monde dans les institutions. C'est pas vrai que le travail à la maison, c'est la solution. Ça peut aider dans certains domaines, mais moi, mon impression, c'est que ça tue toute espèce d'échange dans nos domaines. Si j'étais informaticien, ce serait peut-être autre chose. Là, ou si j'étais broker sur un marché, j'ai pas besoin de rencontrer du monde pour savoir
Mais en philo, en socio, en anthropologie, il me semble que si les départements étaient animés, Mais c'est-tu ouvert au débat? T'sais, est-ce que tu peux penser différemment? Le Québec a jamais été ouvert au débat. Okay? Le Québec, c'est pas une société de débat. Mais ça a l'air pire, c'est ça que je veux dire. Excuse de couper. Que le grand débat dans les années 50, c'était entre les thomistes et les scotistes à l'Université de Montréal. Là. C'était les franciscains contre les dominicains. Puis c'est évidemment les thomistes qui ont gagné, puis ils ont sacré. C'est les grands débats c'était sur des questions théologiques de cette nature-là. Il y a eu très peu de débats au Québec. On n'est pas une société de délibération, on est une société on fait un billet, on rame dans le même sens. On est une société dans laquelle les réunions syndicales se faisaient à main levée. Fait que on est dans l'unanimisme. Là. On n'a pas cette culture de l'échange, parce que nous autres, comme on l'a déjà dit, on n'aime pas la chicane, puis on n'aime pas les débats, puis on n'est pas là-dedans. Là. C'est pas le premier réflexe, disons. Ça se développe. C'est pas perdu, mais pas sûr que c'est pas dans la nature des choses. Là. Mais voilà une couple de mois, il y a un professeur universitaire, justement, qui avait été en France, je crois, puis il avait dénoncé il avait dénoncé le wokisme dans les universités. Là. Je sais pas si tu avais suivi. C'est certain qu'il va être cancellé, qu'il va être... Mais es-tu d'accord avec ce qu'il disait? Ça résonne-tu? Moi, là, mon seul problème dans la vie universitaire au Québec, là, en ce moment, c'est qu'est-ce qui arrive avec le professeur Provost, par exemple. Ça, c'est une vraie question. Là. Laissons faire les déclarations. C'est quand j'entends... microbiologiste qui a dénoncé... C'est ça. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Est-ce qu'on va pouvoir nous l'exposer un jour publiquement, son arbitrage de grief avec l'Université Laval? Moi, c'est la seule chose qui m'intéresse. Parce que dans le fond, le reste, là, c'est quand les recteurs se réunissent pour dire on voudrait aller faire venir des chercheurs américains qui sont en désaccord avec Trump, et on voudrait les faire venir dans nos universités. Restez tranquille avec ça. Il n'y a pas de... Ça doit être un billet de confirmation. Il n'y a aucune chance que un universitaire qui gagne à l'université Yale s'en vienne enseigner c'est-à-dire que dans des domaines, en tout cas dans mes domaines à moi, en sciences humaines, tu ne feras pas venir un gars qui est en Californie, qui fait 2 fois mon salaire, il ne va pas s'en venir ici. Là, OK, au point de vue monétaire. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu fais avec un professeur d'université comme Provost, que je connais pas, pour lequel j'ai aucun lien avec lui, là, mais qu'est-ce que tu fais avec lui, là? Comment ça se fait que ça se règle pas, là? Comment ça se fait qu'on n'a pas un règlement de cette nature-là? Est-ce qu'il a fait d'autres choses dont on ne nous parle pas? Est-ce qu'il serait accusé? Comment ça se fait que la communauté universitaire s'est pas réunie derrière son dossier comme pour une question de principe? Tu peux être pas d'accord avec le gars, tu peux ne pas aimer la personne, tu peux la trouver antipathique, mais ça n'a rien à voir ici, là. Le gars soutenait un certain nombre d'idées contradictoires pendant la crise de la pandémie. Il soutenait puis il était suffisamment qualifié pour se prononcer. Mm-hmm. Et puis même s'il avait eu complètement tort, il devait être protégé. On n'est pas en théologie ici, là. On n'est pas dans une société théologique, là, au sens de... C'est pas le salut éternel. Même si... Puis là, il s'avère qu'il avait plutôt raison, d'après ce qu'on voit là, sur les rapports. Mais même s'il avait eu complètement tort, comment ça se fait qu'il n'a pas été protégé? Comment ça se fait que l'ensemble de la communauté s'est pas ligué pour dire vous pouvez pas le faire taire? Il commet pas d'infraction en donnant son avis, même si vous n'êtes pas d'accord avec, puis il ne commet pas d'infraction académique. Ouais, c'est parce que ça fait préjudice, ça aussi, ça peut faire peur, là, dans le sens que s'ils sont capables de faire ça à ce gars-là, ils peuvent s'attaquer à vous autres quand ça va être votre tour. Exactement. La beauté d'une action patronale comme ça, dans le cas de l'Université Laval, c'est d'intimider tous ceux qui, dans d'autres domaines, seraient tentés ça donne l'exemple, d'afficher. Mais pour une université, c'est catastrophique, tu le comprends, parce que dans le fond, une université, c'est supposé être un petit groupe de personnes qui pensent autrement, puis qui essayent d'éclairer la société qui les finance et qui les nourrit. Et en injectant des idées nouvelles puis des idées critiques par rapport à la société auquel ils appartiennent. Donc, si t'es pas capable de... Si tu fais taire du monde qui sont spécialisés dans un domaine dont tu as besoin, en plus,
au moment de la crise, puis que tu veux pas l'entendre parce que ça contrarie ceux qui te financent ceux qui financent le discours officiel. Oui, exactement. Non, mais c'est pas juste le discours officiel, c'est parce que, dans le fond, ceux qui le font taire, sont les compagnies pharmaceutiques elles-mêmes qui font des donations aux fonds universitaires puis qui rencontrent les cadres dans les 5 à 7. Conflit d'intérêts. Oui, c'est hey, lui, là, allez-vous lui faire fermer la gueule? La voulez-vous? Là, je suis certain que c'est plus subtil que ça, là, mais... Côté éthique, ça en mange une claque. Là. Ben, disons que pour l'éthique appliquée, c'est pas fort, là. Ouais. C'est pas fort, là. C'est pas fort. Qu'est-ce que tu penses de la culture de l'annulation? On peut boycotter, mais est-ce qu'on peut empêcher c'est-à-dire qu'on peut boycotter soi-même, pas s'y rendre, mais je vois pas comment on peut empêcher quelque chose au contraire. Dans le fond, il n'y a rien de plus intéressant que de savoir ce que ton ennemi pense, puis de l'entendre, puis de l'écouter au mérite, là. C'est la seule manière de renforcer ta propre position, c'est pas c'est parce que ta position n'est pas bien forte quand tu es obligé de barrer les portes, puis tu es obligé d'utiliser la force physique pour empêcher les autres de s'exprimer. Ça veut dire que ta propre ça devrait t'interroger sur ta propre position. Tu sais. Ouais, c'est quoi c'est ça, justement, c'est-tu un symptôme d'une société qui n'est pas capable de débattre, ça? Tu sais, Oui, mais c'est une société aussi dans laquelle qui est fragile. C'est-à-dire que les gens sont comme devenus de plus en plus fragiles aussi. Émotifs? Oui, émotifs, le côté fragiles. émotif, tu sais, mais même moi, là, tu sais, depuis j'essaye de pas faire ça, mais tu sais, des fois, si on me parle de l'indépendance, des fois, là, tu sais, je peux tomber un peu plus facile dans l'émotivité, mais j'essaye de me rappeler à ta minute, j'ai de quoi gagner peut-être là-dedans. Là. Laisse-les vendre sa salade, puis après ça, tu sais... Absolument. C'est comme au baseball, t'attends la balle que tu vas frapper, tu te retires pas du marbre, là, tu veux voir ce qu'ils ont, tu veux voir ce que le lanceur a à t'offrir. Ouais. Si tu veux t'améliorer. Ben exactement, sinon, tu joues pas pantoute, puis tu t'enlèves de là, t'as pas d'affaire là. T'sais. Mais est-ce qu'on peut faire, est-ce que, tu sais, parce qu'il y en a qui, on dirait que, tu sais, je me l'avais marqué comme question, faut que je le retrouve, là, mais, bref, je pense que je l'ai perdu, là. Ah oui, c'est ça. Peut-on encore débattre sans se définir à ce qu'on s'oppose, à quoi on s'oppose, tu sais? C'est une bonne question, c'est-à-dire, dans le fond, tu gagnes toujours en t'unifiant à ceux qui s'opposent à toi, en étant capable de les affronter directement. Il y a rien à gagner à fuir l'adversaire. Là. Ou à le faire taire. À le faire taire. C'est ça qu'on voit là en ce moment. C'est exactement. Mais en fait, le seul intérêt, c'est d'avoir un discours monolithique. C'est-à-dire, on peut comprendre, par exemple, que on parlait de droite tout à l'heure, là, on peut comprendre que il faudrait pas que se multiplient les Jeff Fillion sur les ondes dans une société fragile comme la nôtre, dans une société qui est toute tricotée, serrée autour de ces soi-disant acquis de la Révolution tranquille. Là. Si tu veux pas, s'il fallait que il y en ait 3-4 comme ça qui se lancent dans une critique de la société québécoise. La société québécoise, elle n'aime pas la lumière, puis elle n'aime pas l'air. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle vive en vase clos, avec ses médias, dans sa langue. Il faut pas qu'elle sorte de là. Si t'as une multiplication d'acteurs là, qui surgissent dans des médias alternatifs, qui sont pas dépendants directement de personne, que tu peux pas faire taire, t'as un problème, là. Là, t'as un problème de mécontentement. Parce que moi, on dirait que je regarde les tendances qu'ils ont en ce moment, là, où ce qui est de plus en plus une demande quasiment de la population, de certains groupes militants, à la culture de l'annulation, tu sais, d'annuler quelqu'un, de la cancel culture, de la censure, tu sais, de faire taire quelqu'un, de le réduire à des... c'est ça, à l'extrême droite, le fascisme. À le définir comme étant une source du mal. Là. Oui, comme c'est étant, ça. Oui, c'est ça. Ça en diabolisant. Ouais, mais ça, tu pourras jamais empêcher ça non plus. Là. C'est-à-dire que, tu sais, on parlait de Trump aussi tout à l'heure, tu sais,
je suis certain que ceux qui font des topos à Radio-Canada, ils savent bien que Trump est bien plus important que ce qu'ils vont dire sur Trump en disant exactement ce qu'on attend qu'ils disent. C'est-à-dire qu'ils savent bien que Trump, au plan historique, est un personnage d'une grandeur importante qu'on n'a jamais vu, qui est aussi grand que JFK, puis qui est aussi grand que tous ceux qui sont passés avant lui, probablement plus grand compte tenu des rapports de force que les États-Unis ont avec la Chine puis avec la Russie actuellement. C'est-à-dire qu'ils voient bien que, historiquement, le personnage a une dimension dont ils ne rendent pas justice en le critiquant sur son style, sa manière impolie de faire des choses. Là. On voit bien que c'est des enfantillages par rapport à l'histoire en marche. Là, mais moi aussi, que je voulais m'en aller avec ça, c'est qu'il y en a qui sont prêts à demander ça, tu sais, justement, que plus de censure, sans se rendre compte que c'est leurs propres droits qu'ils sont en train de perdre, qui demandent ça. Tu sais, ça va contre eux autres au profit du gouvernement qui va l'installer en place, tu sais, puis qu'eux autres, ils vont gagner plus de contrôle. Tu sais, pour donner un exemple, tu sais, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Elon Musk, mais tu sais, il y en a qui, je pense que c'était son salut nazi, il avait fait whatever, il y en avait qui avaient demandé à y enlever sa citoyenneté canadienne, qui est épouvantable de demander ça, parce que si t'es pas d'accord avec une politique présentée, ben tu demandes à ce que le gouvernement puisse enlever sa citoyenneté. Ben là, c'est peut-être parce que là, en ce moment, c'est un peu plus de gauche, là, mais quand ça va être de droite, tu viens de donner cet outil-là au gouvernement, là, tu sais, fait que c'est épouvantable pour une société. Les gens sont pas... Oui, mais... Les gens sont pas assez complotistes, puis sont pas assez paranoïaques dans une société comme la nôtre. Non, c'est ça, le complotisme puis la paranoïa, on s'imagine que moi, je trouve qu'ils sont jamais assez, parce que ça finit toujours par se réaliser. Tout ce que les complotistes disent, ça se réalise quelques années après ou... non, en dehors des exagérations. Là. Ouais. Laissons faire les affaires weirdo. Là. On va clarifier ça. Non, mais laissons faire les affaires weirdo. Là. C'est-à-dire, tout ce que le citoyen finit... Parce qu'un intellectuel, il peut pas être autre chose qu'un paranoïaque, là. C'est au sens où Freud va dire « j'ai réussi là où le paranoïaque a échoué ». Freud, il dit ça. Ben, Freud n'est pas un paranoïaque, il dit juste que moi, comme intellectuel, ma job, c'est d'essayer d'imaginer ce que les autres vont faire par rapport à ma société, par rapport à moi, c'est être capable d'interpréter des signes. C'est certain que si toi, ta vie, c'est entre le Netflix puis ta job ultra oppressante, puis que toi, t'as aucun... Tu vas embarquer dans tout ce qu'on va te dire, mais la job d'intellectuel, c'est de dire... c'est d'être un paranoïaque, c'est de dire le monde alentour de moi, là, il m'aime pas nécessairement, puis le gouvernement... Puis qui surveille ceux qui nous surveillent? Ouais, c'est ça la question, là. Qui surveille ceux qui... Eux autres, là, qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Ils me présentent ça sous tel angle, ils me disent ça, mais dans le fond, qu'est-ce qu'ils veulent obtenir de moi? Quels droits veulent-ils que je leur cède en me demandant ça? Ou en proposant... un projet de loi sur... Oui. Parce que dans le fond, le vrai problème, c'est que dans la modernité, c'est que le bien n'est pas en face du mal. Le bien n'est pas en face du mal. Le bien le mal est à l'intérieur du bien. C'est-à-dire, quand tu fais un interdit pour la sécurité, quand tu dis à l'État, fais ceci, ou interdis cela, tu sais, toute la question, quand on pense au port d'armes aux États-Unis, bien sûr que c'est un danger, le port d'armes, puis que ça crée, il y a des tueries, puis tout le monde déplore à juste titre le fait que... mais un citoyen armé et un citoyen désarmé, c'est pas le même citoyen. On n'a pas affaire au même monde. On n'a pas affaire au même État non plus. C'est-à-dire, un citoyen désarmé, c'est un citoyen désarmé. Tu peux y faire... T'as pas moyen de te défendre là, contre un État qui a le monopole de la violence. C'est pas compliqué à comprendre. Ça veut pas dire qu'il faut se lancer dans l'apologie des armes. Ça veut juste dire que comprenez quelque chose de la société américaine. La société américaine, son logo, c'est pas « Je me souviens », c'est « Live free or die », tu sais. C'est pas... non, c'est pas... les Get rich or try die. C'est ça. C'est pas les belles histoires des pays d'en haut, là. C'est... Non. Les gars font du Bessic en classe podcast, là. Tu sais, fait que... on est ailleurs. Mais ça... dans une société moralisante comme la nôtre, qui aime ça... T'es pas étonné de ça. Tu sais,
une société comme la nôtre, c'est la dernière chose qu'elle veut, c'est que les citoyens soient capables de se défendre. Ils sont pas capables de se défendre, les citoyens, ils se font interrompre le service de transport en commun, ils se font fermer les urgences, toutes des affaires vitales, toutes des affaires fondamentales pour la vie. À un moment donné, l'État qui représente leur dit je peux rien faire ou je peux pas le fournir, le service finalement. Just too bad. Est-ce que la liberté d'expression, la perte de la liberté d'expression te fait peur? T'sais? Ça dépend, parce que dans une société, dans le fond, la liberté d'expression, c'est pas de dire tout ce qu'on pense, c'est de trouver les moyens pour que ce qu'on dit se rende aux gens. Soient entendus. Oui, soient entendus. C'est pas... parce que résister politiquement, c'est bien compliqué. Les États ont la capacité d'absorber les contradictions. Je donnais ça à mes étudiants souvent, cette image-là. Je pense que, par exemple, l'Hydro-Québec, au début, avant que le grand discours sur l'écologie commence, je pense que quand ils faisaient des barrages, ils finançaient eux-mêmes les groupes écologistes pour venir les faire parler devant les commissions parlementaires. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que pour donner l'impression qu'il y avait un débat, là, évidemment, ils sont pris avec des écologistes qui peuvent ils ont créé des BAP et toutes sortes d'affaires, là, mais au début, il y avait cette capacité de générer l'apparence de contradiction ou l'apparence de discussion. Juste en surface? Oui, juste en surface. C'est pour ça que être dans une société qui tourne autour de la liberté d'expression, c'est pas si mauvais que ça de réprimer la liberté d'expression dans ce contexte-là, parce que ça crée des individus qui sont beaucoup plus résistants, qui ont la capacité de pas être sur Internet, pas dire tout ce qu'ils pensent sur Facebook. Tu veux entreprendre une action, par exemple, tu veux résister à la société dans laquelle t'es. La première chose qu'il faut que tu lâches, c'est ton Facebook puis ton téléphone cellulaire qui dit... Si tu veux entreprendre une action militante... t'es dans une société qui surveille tout, qui est capable de te suivre, donc t'es pas... ça implique une certaine hygiène tactique, là, si j'ose dire. Tu parles d'autocensure? Non, je parle de la capacité qu'a un individu de résister à une société éventuellement, puis vouloir changer quelque chose. C'est-à-dire que il faut que tu t'extrais des moyens que le pouvoir a de t'entendre, de t'écouter, de savoir ce que tu fais, de savoir où tu es. Il faut que tu sois capable d'avoir déterminé les actions qui te permettent de te soustraire à la surveillance de l'État, un peu. Là. C'est pas le monde interlope, mais je veux dire, il faut que tu aies des prudences de cette nature-là. Là, OK, mais ça, c'est juste, mettons, de cette vision branche-là, on peut dire. Tu sais, dans le fond, tout ce qu'il dit, c'est de rester discret pour pas être exactement. vu Mais exactement. Puis ça, c'est une liberté en soi de vivre, je sais pas, dans un cabanon dans le bois. Non, mais c'est pas puis de pas être à la vue de ta crise de montre watch. Non, il faut que tu sois pas naïf. Dans le fond, c'est pas parce que t'es paranoïaque que t'es pas suivi. Je sais pas si tu comprends. Là. C'est pas parce que il faut que une action militante implique un certain nombre de prudences. Mais pas devenir fou non plus, là, mais ça implique... Je suis pas sûr que on a compris ça aussi dans la modernité. On a compris à quel point on était surveillés. C'est-à-dire qu'on était des individus sur lesquels... C'est-à-dire... on est traqués, peut-être pas traqués, mais autrement dit, il n'y a aucun tyran d'aucune autre époque n'aurait pu rêver aux moyens que l'État moderne a de suivre chaque individu. Mm-hmm. Puis il y a aucun tyran dans aucun gouvernement. Tu sais, Hitler, c'était la radio, c'était les journaux. Les journaux, les assemblées publiques, mais là, la modernité, elle sait exactement, elle peut rentrer dans tes emails, elle peut rentrer dans tes textos. Elle peut fermer ton compte en banque. Elle peut fermer ton compte à banque à distance, exactement. Moi, ça m'a fait énormément peur. Oui, mais t'as rendu compte aussi qu'en même temps, la seule résistance politique que tu trouves, c'est pas chez des intellectuels, c'est des camionneurs du monde dans lesquels on se dit, ils ont fait aucune étude, ils ont pas étudié Hannah Arendt, là, puis des penseurs politiques. La seule résistance contre la folie de l'État, c'est du monde qui conduisait des camions, puis qu'en général, ils se mêlent pas d'aucun débat politique. Ils font tu sais,
Puis mais la population c'est joint à... C'est fabuleux comme... c'est tout un symptôme. Mais c'est moi que je trouvais triste de ça, c'est à quel point qu'il y en a des... Ben, tu sais, les médias traditionnels, puis je pense que c'est là que ça a fait énormément mal, en tout cas pour bien du monde, c'est qu'ils ont réduit justement par une gang de... Ils ont réduit à des édentés, tu sais, des cabochons, des rednecks, puis des... Tu sais, puis là, n'importe qui voulait moindrement remettre ça en question, tu sais, qu'est-ce que je suis en train de faire là, ben, il serait traité de... Il serait mis il serait coupable par association par le gars le plus débile qu'il y avait là-dedans. Je le sais, mais reprends mon exemple quand même. Ouais. C'est-à-dire que, dans le fond, il faut espérer... S'il y a du monde dont on ne s'attend pas à ce qu'il résiste, ça veut dire que le peuple est capable de résister. Ouais. À un moment donné, le peuple est capable de comprendre son intérêt. Il est capable de... C'est ça qui est encourageant. Je voudrais pas qu'on se laisse sur une perspective négative puis pessimiste, pas pessimiste par tout. Si des camionneurs sont capables de comprendre qu'ils ont affaire à un gouvernement qui dépasse les bornes puis qu'ils sont capables de comprendre leur intérêt en résistant, ça veut dire que capable de répondre. Tout est possible. Là. Tout est permis. Il faut pas se désespérer. Il faut juste voir... Mais tu sais, comme mettons, tu sais, le Carney, je pense qu'il veut suivre les traces de Trudeau là, avec un projet de loi. Je pense que c'est C2, là, tu sais, puis c'est ce qui va encore plus restreindre une forme de liberté d'expression, là, tu sais. Je pense que c'est, en tout cas, il faudrait que j'aille voir, là, mais je pense que c'est sensiblement la même affaire qu'il y a en Allemagne, en Angleterre. Oui. C'est cette idée d'aller cogner à la porte du monde qui ont écrit qui peuvent écrire Facebook, sur le réseau. Ouais. Mais écrivez pas sur Facebook. Tenez-vous loin de ça. Ouais, trouvez d'autres moyens. Inventez d'autres moyens. C'est ça la politique. Sortez de l'ornière, sortez du... Vous êtes capable. Il y a une capacité d'invention aussi. Mais on dirait qu'il y en a qui vont accueillir ce projet de loi-là en faisant « Oui, il était temps », mais ils sont même pas capables de se rendre compte que c'est leur propre droit qu'ils sont en train de perdre. C'est bien, mais la formule, ça a toujours été la même. Le pire ennemi du détenu, c'est le détenu. Tu veux développer? Non, mais le pire ennemi du détenu, c'est le détenu au sens où, tu sais, c'est dur d'établir la solidarité entre du monde qui devrait être solidaire. Là. C'est le dernier réflexe qu'ils ont. Là. Ouais. Tu sais, les esclaves à Rome, ils étaient plus nombreux que les maîtres à Rome, mais ils se révoltaient pas non plus. C'est-à-dire que l'idée de s'organiser politiquement, ça prend juste un groupe de personnes organisées à chaque fois, mais un petit groupe de personnes organisées. C'est juste ça. Hey, je pense qu'on a busté un peu le temps qu'on savait dire. Mais on devait parler de quoi, au fait, aussi? On s'était pas donné de cible de quoi on devait parler, non? Non. Ben moi, je voulais te parler de médias, de politique, mais moi, c'était un peu ça que c'est, là. OK, non, mais t'es-tu content? Es-tu satisfait? Ben, il te reste-tu du temps? Oui, mais t'es-tu satisfait ou non? Ben oui, vraiment. Non, mais tu trouves ça plate ou trop professoral ou... Non, zéro, c'est bien correct. C'est juste, ça a passé tellement vite, là, tu sais, je pense qu'il est déjà rendu 17h. Non, mais ton monde, ils trouveront pas ça vite, là, ils vont peut-être trouver ça bien ennuyant dans nos affaires. Ben, moi, il laissé juger de ça, mais moi, je pense pas. Je pense au contraire, il va être content. Mais c'est juste, j'aurais aimé ça peut-être parler de l'indépendance du Québec, tu sais. Et toi, t'es-tu pour l'indépendance ou quoi? Ben oui, moi, je suis indépendantiste, souverainiste. Ben, moi aussi, on va en parler, let's go. Oui, moi, c'est ça, parce que toi, tu te décris comme indépendantiste. Ouais, mais indépendantiste anti-péquiste. C'est ça. Parce que pour moi, dans le fond, le PQ, c'est juste une branche du Parti libéral. René Lévesque, là, c'était la branche nationaliste du Parti libéral. Puis, je l'ai dit dans une autre entrevue, je le répète, nous autres, on est les enfants de Claude Morin. Claude Morin, c'est le ministre qui était avec René Lévesque, qui travaillait pour la GRC, puis qui était l'architecte de ce qu'on a vu. Dans le fond, le PQ, il reprend juste les idées de Claude Morin. Puis on n'a aucune espèce d'espoir à mettre dans le... Je sais bien que le PQ peut prendre le pouvoir à la prochaine élection, mais
ça voudra rien dire. Là. C'est-à-dire qu'il va reconduire les vieilles politiques québécoises. Il ne changera rien de la société québécoise fondamentalement. Il va juste perdre un 3e référendum. Mais moi, j'ai toujours été contre les référendums aussi, parce que les référendums, c'est un piège à con, ça, cette affaire-là. C'est-à-dire au sens où c'est comme dire à tous tes ennemis... je vais sortir de l'école à 5h moins quart, je vais être dans le cours d'école à 5h moins quart. Tes ennemis t'attendent à 5h moins... Ils t'attendent, puis t'en sacrent une. Ils se préparent. Là. Ben oui, c'est ça, ils se préparent. Puis, ouais, c'est ça. Si t'offres le scénario idéal, puis veux-tu y adhérer, s'il vous plaît? C'est ça. Tu sais, le train s'en vient, puis je me mets devant le train. Tu sais, mais tous les... Moi, ma thèse, ça a toujours été que tous les chefs péquistes, c'était des perdants. Ils étaient là... Moi, j'ai toujours pensé une affaire que je peux pas justifier, que je peux pas expliquer, c'est que quand tu es colonisé depuis 200 ans au moins, quand tu as perdu des batailles importantes, que tu t'es fait botter de derrière, les batailles avec les Patriotes, puis que ils ont brûlé tes fermes, puis ils ont envoyé ton monde en Nouvelle-Zélande, puis quand tu es là-dedans, tu peux pas faire autre chose que élire du monde que tu sais inconsciemment qu'ils vont perdre. C'est-à-dire, tu prends pas des hommes résolus puis dangereux. Parce que dans le fond, qu'est-ce que ça prend pour faire l'indépendance d'une nation comme le Québec? Ça prend un homme résolu puis dangereux. Alors, regarde là, les gens qui nous écoutent pourront peut-être aller voir, s'amuser sur TikTok, aller juste voir le président de la Syrie actuelle, là. Le gars là, que Trump a rencontré, là, ils ont levé les sanctions, et lui avait mis 10 millions sur sa tête, parce qu'il voulait le faire descendre, pour l'arrêter. Tu regarderas le gars, là. Tu regarderas juste le gars, comment il était peurant. C'est-à-dire juste physiquement. C'est-à-dire quelle pièce d'homme c'est. Il est grand, il est mince, il a une barbe. Même quand il sourit, il te fait peur. C'est-à-dire que tu sais que c'est un chef, là. Tu sais que c'est un chef de guerre que tu as besoin. Pas. Au sens où, si tu es dans un dominion britannique qui, lui, a l'habitude de la colonisation, tu peux pas sortir de là comme dans une réunion de pastorale, là. Ce monde-là, là, le Québec est fondamental pour le Canada, pour son identité. Ils vont pas laisser partir le Québec, là. Eux-mêmes sont eux-mêmes sont devenus péquistes devant les États-Unis, devant la menace d'annexion. Ils sont pour la souveraineté. Puis d'ailleurs, le plus ironique, c'est que Carney reprenait Maître chez nous. C'est quelle affaire? C'est gros comme le... Mais je reviens mais le plus drôle là-dedans, c'est qui l'a dénoncé, ça? Personne. Tu sais, il y a beaucoup côté qui en a parlé, j'en ai entendu une couple. Oui, c'est du plagiat, c'est du niaisage. Non, mais tu sais, moi, là, j'ai arrêté en tabarnak avec le Québécois moyen. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de connaissance de leur histoire. Marcel Tessier le disait, l'historien, si les Québécois connaissaient leur histoire, ils seraient sur Ben oui, mais n'importe quel homme qui vit dans une nation normale, il veut pas être dirigé par du monde qui parle pas sa langue, puis qui viennent pas de sa culture. Voyons donc, c'est pas compliqué à comprendre. Mais la vraie affaire, moi, ma thèse, ça a toujours été, dans le fond, le PQ, c'est un symptôme. C'est pas une solution, ça a jamais été une solution. C'est un symptôme. Je me fais tout le temps répondre par Boc Côté, qui me dit tout le temps, il me disait tout le temps, oui, mais défaire le PQ, c'est parce que il y a une question d'organisation. Là, il faudrait repartir à zéro, puis ça prend une organisation, Ben oui, mais c'est pas ça la vraie affaire, là. Ils sont là, on a donné la chance aux coureurs depuis 50 ans, là. Le coureur qui s'est pas rendu. Depuis 50 ans, on lui a donné la chance, on a essayé toutes sortes d'affaires, avec toutes sortes d'hommes là-dedans qui avaient aucune chance de gagner. Aucune chance, à l'exception de Lucien Bouchard, qui, lui, a fini par se désister d'une manière la plus qualifions pas ça, là. Il s'est désisté, puis on est resté là-dessus. Mais je suis pas sûr que les Québécois comprennent vraiment ce que ça veut dire être un État souverain, Ils ont-tu la capacité de tout ça? Ils ont-tu perdu cette espèce de fierté puis de courage? Tu sais,
Oublie pas là, que pendant la pandémie, ça a été un grand choc pour les indépendantistes comme moi, c'est de voir la réaction du peuple. Là. Ils faisaient des tatas derrière des fenêtres à leurs parents, ils n'allaient pas les sauver. Je disais ça souvent à mes étudiants, je disais, avez-vous vu pendant le Journal de Montréal les premières pages dans lesquelles on aurait dit un garçon a cassé la vitre du CHSLD pour soustraire son père à la pandémie. Il l'a amené chez eux. Il est allé chercher sa vieille mère, puis non, il leur faisait des babayes à travers les vitres. Très docile. Puis il allait mourir, eux autres, dans la chambre, tout ça. Il allait mourir en manquant d'eau, puis comme dans un camp de la mort, quasiment, là, dans un camp de concentration. Abandonné. Fait un peuple qui n'a plus de lien de sang avec ses proches de même, es-tu capable de se liguer pour revendiquer son indépendance? C'est ça la maudite question. C'est une question extrêmement pénible à... un peuple dans lequel l'État a brisé les liens de sang entre les enfants puis leur mère. Le lien de sang qui lie une mère à ses enfants en disant « Non, ça peut être changé, vous allez aller dans un CPE, puis ça va être un préposé CSN qui va... » C'est tout interchangeable, pas grave, une mère, tu peux être élevé par n'importe quelle femme, l'important c'est d'avoir des légumes, des fruits dans ton lunch. Là. Mais moi... un État qui a organisé sa société comme ça, il peut-tu s'attendre à ce que son monde s'unisse pour voir quelque chose de plus grand qu'eux autres, pour transmettre quelque chose, pour faire prospérer un héritage... Pas sûr, moi. Je suis plus certain de ça. Je me demande si on peut pas réussir à utiliser, parce que des fois, c'est comme si on remettait le fardeau sur le Québécois, dans le sens, c'est eux autres qui vont aller décider, c'est eux autres qui vont voter, on va leur exposer tout ce qu'on a à gagner, tout ce qu'on a à perdre, puis là, ils vont décider, puis je pense que c'est peut-être ça qui fait que... ça, c'est une grave erreur. C'est ça, c'est la pire erreur. Toutes les démonstrations économiques peuvent être démontées à l'envers. C'est-à-dire, non, c'est pas... Mais là, les circonstances sont tout autres. Là, c'est la question de l'annexion avec les États-Unis qui est la vraie affaire pour... dans le fond, la question que les vrais indépendantistes devraient se poser, les indépendantistes ont l'air, dans le fond, par les temps qui courent, ils ont l'air plus attachés au Canada que les Canadiens eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont l'air plus canadiens ils ont l'air d'être plus attachés à ça. Ils sont comme un syndicat de boutique. La vieille business du PQ de se plaindre du Canada puis de la Constitution continue. Là, les gars gagnent leur vie là-dedans, là, les députés, là, puis ils gagnent. Là, mais la vraie affaire, c'est que on est dans une fenêtre d'opportunité historique absolument fondamentale qui est que les États-Unis semblent intéressés à annexer le Canada. Pourquoi on est pris à attendre que le Canada, l'Alberta puis la Saskatchewan le fassent? Puis pourquoi nous-mêmes ne proposons-nous pas aux États-Unis de s'annexer à eux avec des conditions, avec des moyens, avec un contrat. Pourquoi ne faisons-nous pas éclater le Canada, étant incapables de s'en séparer par des voies démocratiques? Pourquoi ne demandons pas aux États-Unis, comme les Fils de la Liberté l'ont fait avec Louis-Joseph Papineau, c'est-à-dire pourquoi ne sommes-nous pas capables de nous tourner vers les États-Unis puis d'essayer de nous négocier une annexion dans laquelle on pourrait à la fois préserver notre langue et avoir un certain nombre de privilèges, puis de devenir un État américain. Je vois pas pourquoi on serait pas capable de faire ça. Ça nous permettrait de nous venger d'abord de la conquête, de faire, au moins d'avoir un geste subjectif en disant... C'est nous autres qui avons décidé au moins là-dessus. Mais ça reste symbolique, tu sais. Non, ça reste pas symbolique. Non, mais moi, c'est parce que l'affaire, c'est, tu sais, je veux pas être Américain, je veux pas être Canadien, je veux être Québécois, tabarnak, tu sais. Oui, mais c'est parce que moi, je veux bien marcher sur la Lune, mais je vis sur la Terre, c'est ça le problème, là. Je voudrais bien de l'apesanteur, mais l'apesanteur, ça n'existe pas. Moi, je suis à 9,8 mètres secondes carrés, puis les circonstances actuelles politiques, le réel politique, c'est ça. C'est que moi... Je veux pas me solidariser avec le Canada pour tenir tête aux États-Unis. Je l'aime pas, le Canada. Ouais. Puis
la Louisiane, parce que regarde là, dans l'histoire, on est les jumeaux. Il y avait un bel enfant qui s'appelait la Louisiane, qui a été vendu par la France. Puis nous autres, on était abandonnés par la France. On était une paire on était une paire. Fait que la France là, je décris grossièrement l'affaire là, mais nous autres, on est un enfant abandonné. On n'est pas le plus bel enfant. On n'est pas le plus bel enfant, mais on est un enfant abandonné par la France. On a survécu. Notre moyen de survivre n'est pas fameux parce qu'on s'aperçoit qu'en 2025, on ne se reproduit pas. On est tourné vers l'euthanasie, vers l'avortement. On aime beaucoup la mort. On est très, très fasciné par la mort, puis pas par la transmission, ni par la reproduction de notre race, puis notre espèce de Québécois, là, si j'ose dire. Race étant un mauvais terme ici, là, au sens de Lionel Groulx, l'appel de la race, puis toute cette affaire-là, mais on est en voie de dispersion ethnique totale, là, comme des Guaranis au fond de l'Amazonie, là, comme une petite peuplade, 2% en Amérique, là, qui sont équipés comme une super réserve indienne, là, avec une caisse de dépôt, des tribunaux, mais en fait, il n'y a pas d'issue à ça pour nous comme groupe, là. On peut pas sauver notre peau avec ça, là. Mais le seul mouvement qu'on pourrait peut-être faire, c'est de se tourner vers les États-Unis puis d'obtenir ce que nous n'obtiendrons jamais du Canada par des négociations constitutionnelles. On n'aura jamais de renégociation avec le Canada de quoi que ce soit, parce qu'ils nous ont vaincus. Notre seule chance de nous affirmer, c'est en nous rapprochant des États-Unis, avec lesquels on est économiquement liés d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est sûr, mais en même temps, on fait juste redonner les clés de un pour le donner à l'autre. Ça peut ressembler à ça, mais au moins, on décide. On décide à quelle sauce on veut être mangé. Non, mais c'est pas rien, là. Non, mais entre un projet totalement utopique et névrotique qui ne fonctionnera jamais, en tout cas sous la modulation du PQ, parce qu'il n'y a rien qui va remplacer le PQ. Il n'y a pas de parti indépendantiste qui peut surgir. Le PQ, il est comme la SAQ, il est comme un monopole d'État sur l'idée nationale. Mais moi, qu'est-ce que je voulais te proposer, ou qu'est-ce que je voulais, en tout cas, juste affirmer, c'est que je me demande si, au contraire, en n'utilisant pas le pouvoir québécois, qu'il soit légitime ou non, là, tu sais, de juste utiliser le pouvoir québécois, quitte à être allé en cours, comme on va dire, avec la loi 21 au fédéral, mais à chaque fois qu'on utilise ce pouvoir-là, on dirait que ça vient raviver la flamme des Québécois. Moi, parce qu'à chaque fois que le fédéral l'emmène en cours... Écoute, là, oui, mais on dirait qu'ils réalisent puis ils font comme... Non, pas comme ça que ça marche. Le Québécois ordinaire, là, dans le fond, d'abord, il dit à quel tribunal... D'abord, il ne sait même pas à quel tribunal. Ça va-tu à la Cour supérieure, à la Cour fédérale? C'est qui est nommé là? C'est quoi le contenu de la loi? Il n'y a personne qui s'occupe de ça, là. Il n'y a personne qui lit ça. Il n'y a personne qui comprend la nature du débat. Dans la loi sur la laïcité, c'est encore plus drôle. Tu sais, on parle pas d'islam. Tu sais, on parle pas de... Mais c'est ça qu'on vise, mais on n'est même pas capable de la nommer. Tu sais, parce pour toutes sortes de raisons stratégiques, puis de chartes, puis tout ça. Non. Mais ça a quand même ramené 75% de la population. Imaginons... T'es pas d'accord? Ben... Non, on peut mobiliser des Québécois sur des questions ponctuelles comme ça, puis les faire sortir, puis ils vont sortir avec des drapeaux, puis ils vont aller s'acheter un drapeau de l'Orama, puis ils vont être en montagne, là, puis ils vont se promener. Non, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. On veut un vrai changement en profondeur dans lequel une société comme la société américaine, qui est infiniment plus dynamique que la nôtre, va redonner des forces aux hommes québécois et aux femmes québécoises en dehors du modèle québécois. C'est-à-dire qu'il va assainir... quand Parizeau puis les ténors du PQ parlaient de comment on va faire pour se séparer du Canada, il faut-tu falloir rembourser des dettes, puis qu'est-ce qu'on a en commun, tu sais. D'abord, là, la première chose que le Canada ferait, advenant la victoire du référendum, d'un référendum québécois. C'est pas le reconnaître, ça. Non seulement c'est pas le reconnaître, mais c'est d'envoyer ce qui lui reste d'armée pour sécuriser les édifices fédéraux, les ponts, tout ce qu'il y a de nature fédérale, tout aussi simple que ça. Puis en 2 mois, on réussit à terroriser. Non.
la question de l'annexion américaine est bien plus intéressante, parce qu'évidemment, si c'est qu'on serait protégé par l'armée c'est-à-dire que américaine. c'est certain que le collecteur qui veut chercher tes dettes fédérales avec le Canada, si tu vas cogner à la porte, puis c'est Trump qui répond. Mais Trump sera pas là non, mais indéfiniment. c'est-à-dire que, admettons, rêvons, faisons de la pure spéculation. Ouais. Moi, je rêve devant toi, c'est-à-dire au sens où je sais bien que c'est bien plus compliqué que ça, mais c'est quand même un signe des temps. C'est-à-dire que le gars nous dit qu'il veut annexer le Canada. C'est-à-dire que lui comprend que ça serait plus facile d'avoir un plus grand territoire. Nous, l'autre, on est intéressant pour lui à certains égards, pour l'électricité. On se donne toujours plus d'importance qu'on en a, soit dit en passant, là. On peut aider les États-Unis à notre manière. Est-ce que c'est la situation idéale? Non. Mais est-ce qu'au plan politique, c'est un move à faire sur un échiquier qui est intéressant pour la survie de ce qu'on est? Je pense que oui. Mais on est au niveau de la survie au Québec, là. Il n'y a pas question de... Il n'y a pas de développement du Québec, là. Il n'y a pas de natalité, il n'y a pas rien, là. C'est-à-dire que c'est un CHSLD, là, le Québec, là. On essaye d'organiser quelque chose qui nous ferait sortir du CHSLD, là. Penses-tu que la nation québécoise est en train de s'éteindre? Ben, ça me semble, au plan démographique, ça me semble plus. Il y a plus de morts que de naissances. Ben, d'après Christian Dufour, lui dit que non, tu sais, les Québécois, ils ont survécu pendant 400 ans, puis ils vont continuer à survivre. Non, on va en trouver. Non, mais c'est pour ça que je te pose... Le pape Prévost, c'est un Québécois, tant qu'à y être, s'appelle Prévost. Ben ouais. Mais je pense pas que... Non, mais je te pose la question. Non, parce que dans le fond, ils n'ont aucune chance, parce qu'ils n'ont aucune vitalité autre qu'appartenir à quelque chose de plus grand, parce que tu sais quoi, c'est parce que c'est déprimant aussi de naître dans une société colonisée, là. Naître colonisé en Amérique, là, c'est pas drôle, là. C'est pas drôle au plan psychologique, il y a un poids à payer. Appartenir à une nation comme la société américaine, c'est autre chose, là. Écoute les hymnes nationaux, tu vas comprendre. Tu sais, l'hymne national canadien, y a-tu quelque chose de plus ennuyant que cet hymne-là? Tandis que... Le pire, c'est qu'elle est québécoise. Oui, je sais peut-être, mais y a-tu quelque chose de plus triste que ça? Le côté anglais, mais écoute l'hymne national des États-Unis, là, t'as des frissons sur les bras, là, tu te dis, wow, tu sais, il se passe quelque chose, là. Non, c'est ça, moi, mais comme je te dis, c'est pas la solution idéale. Je dis, dans le fond, historiquement, c'est la plus probable. Il y a une fenêtre d'opportunité fabuleuse. Ouais, pourquoi ne pas jouer nos cartes plutôt que de regarder les autres? Parce que qu'est-ce qu'on va faire quand l'Alberta va se tanner de payer de la péréquation au reste des provinces, ou comme la Saskatchewan va vouloir avoir une partie de sa potache, puis de je sais pas quoi, là. Eux autres, ils vont se tourner vers leurs voisins américains. Pourquoi nous-mêmes... C'est leur seule option. Ben oui. Puis ils leur ressemblent parfaitement, puis logiquement, ils n'ont pas de raison de s'attaquer. Mais ils peuvent pas être un pays à eux-mêmes. Tu sais, genre, mettons que l'Alberta serait un pays. Mais ils sont aussi colonisés que nous autres, dans la mesure où le premier réflexe que Carney a, c'est de faire venir le souverain étranger pour venir... Le roi, le souverain étranger pour venir dire, hey, on est autonome. Mais non, c'est le souverain étranger. Mais celle-là, je l'ai pas compris pantoute. Non, c'est fabuleux comme pour montrer qu'on est vraiment autonome, on va faire venir le colonisateur en chef. Ouais. OK. Il y a quelque chose, il y a de la logique qui m'échappe là, ici. Là. Mais sinon, comment faire l'indépendance? Ben, comme je te dis, c'est-à-dire que même la gagner par référendum, là, même la gagner, d'abord, tu ne gagneras pas avec une marge fabuleuse. 2, le modèle 2, c'est que t'entreprends l'association d'État, mais avec les mains nues. Là. C'est pas ta Sûreté du Québec qui va venir s'opposer à l'invasion du Québec par l'autre bord, là, toutes les... ils vont dire, on veut protéger nos minorités anglophones sur le territoire du Québec. Qu'est-ce qu'on fait? On veut pas... Amstead, là, il faut aller défendre Amstead, il faut défendre... Ils vont faire comme la Russie avec l'Ukraine. Ben, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont pas... Tandis que se joindre à quelque chose de plus grand, de plus dynamique, c'est autre chose. C'est déjà... C'est pas parfait.
Mais il n'y a pas de solution parfaite. L'indépendance, le grand soir des années 76, là, c'est pas ça, là. On n'est plus là-dedans du tout. On a perdu toute notre force, là. On a perdu tout notre élan, là. On s'est pas tourné vers une politique nataliste, on s'est tourné vers une politique féministe. Puis c'est pas la même affaire, là. Pas la même affaire. Quand Mme Payette, là, je commence à changer les noms de famille, puis elle commence à... Hey, la société québécoise, c'est comme... Tu sais, ça va être le sujet d'un autre podcast. On va rembarquer là-dedans. Hey, pour vrai... Mais, en tout cas, on s'est amusé. Moi, je vais te laisser terminer. Mais non, mais j'ai apprécié notre échange, puis j'ai trouvé ça drôle, là, tu sais, mais c'était vraiment cool. Mais j'ai des doutes sur notre... T'es pas convaincu. J'ai des doutes sur la capacité de convaincre les gens de nous écouter jusqu'à la fin, là, on va inviter le monde à commenter dans les commentaires. Non, mais envoyez-moi-les pas. Envoyez-moi-les pas. S'ils se rendent jusqu'à la fin. Envoyez-moi-les pas. Je veux pas avoir de correspondance haineuse. Parfait. Hey, Christian Saint-Germain, merci beaucoup. Hey, merci, là. C'est bien gentil de ta part. C'est vrai. C'est intéressant d'avoir un autre point de vue. Tu sais, ça fait crissement différent des médias traditionnels. Mais non, mais je me suis trouvé bien traditionnel puis bien conservateur. Ah ouais? Tu t'es retenu un petit peu. Totalement. Totalement, parce que j'en fait, il y aurait beaucoup de choses à ajouter de plus méchant puis de plus sarcastique. Non, mais gars, je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux? Si on veut, je sais pas, te suivre, est-ce qu'il y a des livres, un livre qui s'en vient? Je veux écrire, là, j'écris un peu. T'es en retraite, là? Oui, j'essaie de retomber, parce que dans le fond, quand tu restes 35 ans à la même place, dans une même institution, tu sais, c'est comme sortir de religion ou sortir de prison. Même si t'as ni une religion ni une prison, tu comprends? C'est comme... Tu sais, t'imagines dans les films, quand les gars sortent, là, puis il y a un autre gars qui les attend dans un auto, là, tu sais, qui sort de prison, tu sais, avec un petit baluchon. Ben, moi, j'ai vidé mon bureau avec ma fille, elle m'a aidé pour vider. Tu sais, imagine un bureau, il y a plein de documents, puis de travaux d'étudiants, puis de patentes, puis de rapports. Fait que là, j'ai vidé ça, puis j'ai réussi à trouver la force avec ma fille pour me sortir de là, mais tu sais, quand... Tu sais, l'UQAM, moi, j'ai passé 35 ans à l'UQAM, là, tu sais, je la connais, l'UQAM, là. Elle connaît le souterrain, là. Tu sais, j'ai passé ma vie dans un sous-sol, d'une certaine manière, là, près du métro de Berry, là, tu sais, ma vie, tu sais, Fait qu'il y en avait du stock. Il y en avait du stock, mais je suis content, puis je me sens délivré, puis... Fait que qu'est-ce qui s'en vient? Peut-être un livre? Oui, probablement un livre, un livre, puis de l'entraînement, puis d'essayer de rester en forme, puis de peut-être faire un peu de politique. La politique m'intéresse, mais pas à l'avant-scène. Plus comme consultant? Oui, c'est exactement, dans cette dynamique-là. Là. Mais parfait, ça, man. Ben, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, surtout. C'est super apprécié. Encore une fois, un gros merci à nos commanditaires procafetière.ca et les cafetières Bellucci, puis qui t'offrent en même temps un sac de café de la poche du WhatsApp Podcast. Cool! Je sais pas si je vais l'ouvrir, je vais le garder comme... Parfait! Comme souvenir. Super. Merci beaucoup. Fait que merci beaucoup tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Bye.